je me rappelle une fois, il y a le patron, Jean-Christian Dumonet, et le second, il me dit viens, on va t'apprendre à choisir les truffes. C'est une blague. Et t'as le patron de Mas qui arrivait avec sa boîte en cachette et sa balance au restaurant. Il nous ouvrait le truc, il dit bon, choisissez les truffes. Je suis arrivé, je lui disais mais ça coûte une blinde. Moi j'étais là. Mais attendez, je peux les toucher et tout. Bah oui, il faut la choisir, il faut la sentir, il faut la toucher, regarde. C'est un truc de fou, tout le monde me disait mais c'est des trucs, genre, on fait ça tous les 7 ans. T'avais la découverte en plus quoi, c'est la première fois. C'est la première fois, ouais. Tout le monde disait mais bon, bah, c'est des pois gras, truffes. Mathéo, calme-toi. Ouais. Salut, c'est Toto, bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, l'émission où les grandes toques de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Aujourd'hui, on n'est pas à l'autre bout de la Suisse ou je ne sais quoi, mais on est en plein cœur de Paris, juste à côté de l'Étoile, qui est juste là, quelques mètres. On est chez Mojo, un restaurant génial tenu par un chef colombien, franco-colombien, Mateo Latorre. Mateo va nous faire découvrir son enfance en Colombie, sa relation aux produits, comment ses grands-parents lui ont parlé de la France et de la cuisine française qu'il a appris là-bas en Colombie. Son arrivée à Paris, son éducation, je veux dire la découverte de la gastronomie dans l'école qu'il a faite, et ensuite les chefs qu'il a pu rencontrer. Et voilà, Mateo va nous raconter tout ça dans un épisode qui s'annonce captivant. Alors installez-vous confortablement pour un épisode qui va, vous allez voir, j'espère vous plaire. C'est parti, on retrouve Mateo ici dans le restaurant Mojo. Attention, les chefs se mettent à table, c'est tout de suite. Allez hop, on y va, suivez-moi. Mateo, bonjour. Bonjour. Toto. Merci de nous recevoir ici dans ce... Alors là, ta salle, là, je sais pas comment la définir, mais elle est folle. Hein. Ah, elle est magnifique. Oh, franchement, c'est la pépite du restaurant. Elle est incroyable, cette salle. On vous mettra des images tout à l'heure de la salle en elle-même, mais là, le bar où on est, là, c'est très, très, très sympa. Hein. On l'appelle le MOBA, c'est la partie cachée du Mojo. Ok. Et ici, on fait tous nos privates. Et franchement, moi, en tant que client, je préfère être ici que là-haut. Je suis d'accord avec toi. Même si tu es devant ma cuisine et tout ça, mais ici, ça représente la France, quoi, les caves, le vin. Ouais, t'es vachement atmosphère parisienne. Ouais, atmosphère parisienne, j'aime bien les caves, les trucs un peu underground, comme ça. Exactement. J'adore. Ouais. Bon, vient de démarrer par la fin, tu sais, on démarre par la fin, donc je fais marche arrière, on est reparti, on commence depuis le début. On est disponible aussi en podcast, donc il y a des personnes là qui sont en train de courir, de faire du sport, peut-être de travailler, donc qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, donc là ils n'ont rien compris. Là, depuis 2 minutes, ces personnes-là sont perdues, on est désolé. Donc on revient à la base. Mathéo, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent simplement? Bonjour, enchanté, je suis Mateo Latorre, chef de cuisine du restaurant Mojo. Quoi d'autre? Je suis franco-colombien et voilà. Et ben, on plonge dans ton histoire, ben voilà, on y va. C'est parti. Allez, première question comme d'hab. C'est quoi toi ton tout premier souvenir de cuisine, de repas, de plat? C'était quand? C'était où? Raconte. Alors j'étais très inquiet et pour me tenir tranquille 30 secondes parce que j'étais hyperactif. Je me rappelle, ma mère et ma grand-mère m'étaient à éplucher les haricots verts et les carottes. Alors là, j'ai tout le temps fait ça. Et premier plat que je me rappellerai tout le temps et que j'ai des énormes souvenirs d'enfance, c'est faire la tarte aux pommes avec ma grand-mère. La tarte aux pommes? Ouais. C'était où ça? En Colombie. Alors voilà. Petit contexte, moi je suis franco-colombien parce que ma grand-mère, parisienne de pure souche, s'est mariée avec mon grand-père. D'accord. Et ils se sont dit... Mon grand-père a dit « Viens, je t'invite en Colombie ». Ça fait 40 ans qu'elle habite en Colombie, ma grand-mère, et elle n'a jamais quitté la Colombie depuis qu'ils se sont mariés. Génial. Du coup, j'ai grandi entre les deux cultures, et c'est pour ça la tarte aux pommes, les terrines, un peu le bourguignon, tout ça, j'ai grandi avec ça. Donc toi, tu faisais une cuisine canaille là-bas, quoi. Un truc un peu différent. Un peu différent, un peu fusion, parce qu'évidemment, on n'a pas tous les vins, les fromages et tous les produits qu'il y en a ici en France. Mais ma grand-mère a réussi à me impliquer la cuisine française, le chou farci. Du coup, oui, j'ai grandi avec la tarte aux pommes. Et c'est un truc qui adorait mon grand-père. Et que moi, à chaque fois que je le faisais, c'était pour lui faire plaisir. Et comment tu la faisais alors pour lui faire plaisir? Alors, on faisait la pâte brisée. Je dois avouer, les premières fois, j'en ai raté. C'est ma grand-mère qui les a récupérées. Après, on faisait classique. On faisait compoter les pommes avec un peu de vanille, du sucre. Et on mettait des petites pommes coupées en quartiers. Je me rappelle, c'était ma grand-mère qui me coupait les quartiers. Et moi, je les plaçais en petites rosasses tout autour. Et au four, ça partait tout le temps.
Et ça, c'était le péché mignon de ton grand-père. Ah ouais, c'était le péché mignon de mon grand-père et moi, mon péché aussi de... J'aimais bien faire des trucs avec les mains et tout ça, du coup, j'ai tout le temps fait des... Franchement, j'ai commencé par la pâtisserie. Normalement, c'est à l'envers, Oui. mais moi, j'ai commencé par la pâtisserie. Et donc, tu avais quel âge à ce moment-là? Je dois avoir 8-10 ans, au grand max. Mais je pense que depuis petit, je voulais faire ça, du coup... Ah, c'était vraiment... Ouais. C'était une... Je peux te montrer, j'ai des photos déguisées à 4 ans en chef de cuisine. T'as ça? Ouais, j'ai ça, la photo. Tu nous l'envoies? Ah, ben, avec On va la grand mettre, plaisir. on va la mettre, on va la mettre, on va la mettre. Ma mère, elle m'a laissé, mais c'est fou. Et je lui dis à tout le monde, je vous jure, depuis 4 ans, je sais qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Donc c'est ta vocation, quoi. Ah bah, depuis petit. Bah, au lycée français, j'étais au lycée français en Colombie. Ouais. T'étais où? Dans quelle ville en... Bogota. À Bogota. J'ai grandi à Bogota, mais... Bogota, c'est la capitale, hein? C'est la capitale, ouais. Mais ma grand-mère et mon grand-père habitaient à 2h30 de Bogota, qui est dans un petit village qui s'appelle Paipa. Si quelqu'un connaît, c'est à Boyacá. C'est la région où on produit la plus grande quantité de pommes de terre en Colombie. Et où on fait beaucoup de barbecue aussi. Ah ouais? Ouais, et la ruana, c'est un truc, un vêtement typique de la Colombie. Et c'est comme un poncho. C'est un poncho plus épais. c'est le multicolore? C'est celui-ci? Non, 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 c'est juste unicolore et Ok. en laine assez épais parce que dans cette région, il fait très 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 froid. C'est la question que j'allais te poser. T'es en montagne, là? Ouais, t'es en montagne. En Bogota, t'es à 2600 mètres d'altitude. Ah oui, oui, oui. Donc, ah oui, 2006... 2006, ça change. Quand tu fais Paris-Bogota, le mal de montagne, tu le sens direct. Ouais. Ah ouais. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'été, tu peux avoir très chaud et l'hiver très froid? Mais en ou- fait, en Colombie, t'as saison humide, saison sec. Ok. Du coup, C'est la même température, en revanche, Ouais, c'est dans à les deux peu cas. près la même température dans les deux cas. Et bah, on a un peu de tout. Genre, les saisonnalités en Colombie, c'est pas comme ici. On a des fruits et des légumes toute l'année. Un peu moins en époque hivernale, mais en règle générale, on a un peu Mais de tout. à cette altitude-là, l'hiver, il neige? Non. Non. Il fait Si trop tu chaud. veux connaître la neige, il faut aller soit à la Sierra Nevada ou al Nevado del Cocuy, où c'est beaucoup plus en hauteur et tu as un peu de neige. Mais bon, avec le réchauffement climatique, tu en as de moins en moins et bah, c'est triste, hein, parce que c'est des belles régions de la Colombie. Donc du coup, ouais, t'as eu la chance de comment dirais-je, de grandir dans un pays qui est aussi amateur de produits où il y avait, comme tu le disais, tous les produits de l'année, tout le temps, quoi. Ouais, il y a le marché les mercredis chez ma grand-mère. Du coup, Et t'y allais, toi, au marché? ouais, moi j'adorais aller au marché. Et en Colombie, on a une tradition, bah, c'est pas une tradition, mais on a tout le temps demandé. Ma grand-mère, c'est les stars du petit village. C'est l'unique française qui fait 1m80 aux yeux bleus dans un petit village où Ah tout oui. le monde mesure 1m60. C'est quoi un petit village en taille? Ça fait quelle taille à peu près? Tu dirais c'est combien vrai. d'habitants? C'est Ah, quoi? C'est milliers Ouais, je dirais plus milliers, ouais, 1000, 2000, je D'accord. connais pas donc c'est exactement. enfin, c'est vraiment un petit village. C'est un petit village, et il y a un petit lac, et on est connu pour faire du fromage là-bas et les seaux thermales. Et du coup, ma grand-mère était là, c'est un peu une star, parce que mon grand-père, elle était, comment ça s'appelle, maire du petit village. Du coup, tout le monde nous connaissait un peu. On va pas dire qu'on n'était pas les princes, mais on était connus dans le petit village. Et on allait au marché, et moi je me rappelle, ma grand-mère, chaque fois, il demandait avec son accent, sous-mercé, la gnapa. Et la gnapa, c'est t'achètes un truc et tu dis, bon, tu vas me donner quoi, un petit chouïa en plus qui traîne et comme ça. Et du coup, moi je kiffais demander la gnapa tout le temps. Donc la gnapa, c'est le petit chouïa en Ouais, plus? le petit chouïa en plus, t'achètes, je sais pas, 5 carottes, 2 oignons et tu dis la gnapa, et bon, tiens, prends 3 aubergines, cadeau, tu reviens la prochaine fois. Et moi, j'adorais ça. Hein. Genre, au marché, tu voyais plein de produits, les gens qui marchaient, c'est surtout l'énergie qu'il y a. T'as plein de monde qui achète, C'est vivant, ça bouge. Surtout, t'as l'odeur du barbecue, parce que généralement en Colombie... Alors, juste avant que tu t'embrayes sur le barbecue, parce que là, je suis chaud comme de la braise, c'est le cas de le dire. Le marché, les commerçants qui vendaient, c'était aussi des producteurs qui venaient sur le Ouais. marché vendre leurs produits? C'est exactement. C'était C'est les direct, paysans, directement les paysans qui des autour, ils profitaient, ils allaient à la Plaza de Mercado, on appelle ça, et ils te vendaient tous ces produits. Mais c'est vraiment, c'est eux qui le faisaient de A à Z et eux Et alors, qui te le revendaient. tu trouvais quoi en légumes, fruits, viande, poisson? T'avais quoi alors? Alors, Peut-être pas de légumes, poisson, si? poisson, c'est très rare parce qu'en fait, Colombie, c'est un pays tellement grand Ouais. que le poisson, on est obligé de le congeler à mort. Ou que tu habites dans les rivières ou machin. Du coup, généralement, le poisson, il est congelé.
C'est un peu dommage, mais vu les infrastructures qu'on a et les distances, parce que la Colombie, c'est, je pense que 3 ou 4 fois la France. Ah oui, d'accord. Je ok. me trompe. Si je me trompe, m'engueulez pas. On vérifiera, on fera un comparatif France, tu sais, pour voir la taille comme ça. Et du coup, viande, t'en as partout. Ça pend partout, les viandes. Et c'est quoi alors? Volaille, t'as quoi On a du bœuf, de la volaille, du cochon, beaucoup de cochons. Et généralement, tu trouves ça partout en fait. Ils t'accrochent les bêtes et tu dis tu veux ce morceau, tel morceau, ils te le font directement. Il n'y a pas de frigo, il y a la mouche qui pond, mais t'habitues comme ça. Oui, Dans ces pays, on mange bien cuit et tout ça pour éviter. Oui. Mais on a de la bonne qualité de viande. Mais bon, si tu es étranger, tu vois, et on te sort la viande, tu vas dire non, je ne peux pas manger de là. Alors que moi, pour moi, et tous les gens qui sont des pays d'Amérique latine, ça ne leur dérange pas énormément. Du coup, tu as plein de légumes, fruits et légumes, tout ce qu'ici on appelle fruits exotiques, les mangues, les fruits à la passion. On a aussi Non, on n'a pas le litchi, on a la guanábana, on a la papaye, Oui. les bananes, parce que les bananes, ils ont un goût totalement différent. Ouais. Ananas? Ananas aussi, on en a beaucoup. Des petits mangues. Qu'est-ce qu'on a? De la uchuva, l'uchuva, c'est la oxalis. Non, la pissensil, les petits jaunes. J'ai oublié comment ça on dit ça en français. Oui. C'est quoi? C'est une fleur du coup? Non, c'est un fruit jaune. C'est un petit fruit jaune qui vient dans une petite coque comme ça. J'ai oublié comment ça se dit en français. Moi aussi, non, c'est quoi un petit fruit jaune dans une coque comme ça? Ah, j'ai oublié. Les gars, ça va nous revenir, tu vois, dans 2 l'histoire. minutes, on va faire. Ah oui, Ouais. c'est ça. Un petit fruit jaune dans une coque? Ouais, tu sais, ça vient Quoi, comme une ça. amande? Ouais, comme une amande, mais c'est un petit fruit rouge, jaune, tout petit. Et c'est acidulé. Ça, on appelle ça c'est uchuas, et ça pousse partout. C'est une mauvaise herbe chez nous. Et alors, tu parlais des pommes. Il y avait aussi. Ouais, il y a beaucoup de pommes. On a des pommes traditionnelles de chez nous. Alors là, pour me rappeler des noms qu'on utilisait, j'ai des trous de mémoire. Ça fait 10 ans que Donc, tu as une variété, t'as une variété typique pommes, de chez nous, même les poires et tout. On a des variétés typiques de la région, ouais. Idem pour les pommes de terre? Idem pour les pommes de terre. Nous, on a Amérique latine, comme le Pérou, comme machin, on est connu par notre variété de pommes de terre. En fait, en Colombie, comme en Amérique latine, tu as, je pense, qu'une quantité astronomique de variétés de pommes de terre. La typique qu'on connaît chez moi, c'est la papa criolla. Ça, c'est mon best. C'est des petites pommes de terre. Ça ressemble beaucoup à la pomme grenaille, Oui. mais elle est beaucoup plus sucrée et un peu plus farineuse. Et c'est avec ça qu'on fait les asados généralement. C'est un peu comme une petite pomme de terre nouvelle alors Ouais, un peu comme ça. Ouais. Tu sais, les marmoutiers, là, petites comme ça, là, un peu sucrées. Là, Ouais, un peu sucrée, un peu farineuse. Tu manges ça avec la peau aussi, comme ça? Ouais. Ou... Avec la peau bien lavée. Et du coup, on a une quantité astronomique de variétés de pommes de terre. Le truc, c'est que on est un grand pays, l'industrialisation, on perd beaucoup cette culture. Et du coup, ma grand-mère, elle a connu un gars qui récupérait ces vieilles pommes de terre ancestrales. Et du coup, des fois, il nous donnait, j'avais des pommes violettes, pommes au cœur rose. Franchement, tu te régales. Et à des goûts complètement différents des goûts qu'on a ici, comme la rate ou machin, qui sont des très bonnes pommes. Mais ça n'a rien à voir avec bien sûr. le rapport que, même en France, on consomme beaucoup de pommes de terre. Mais ça change le rapport qu'on a par rapport aux pommes de terre. Et le barbecue alors? Ah, le barbecue, c'est... Donc c'était dans le marché, tu avais le barbecue? Dans le marché, les gens, ils font leurs courses et après, ils vont manger côte de bœuf, la triperie, des soupes et tout, c'est fait en feu de bois. Ah oui, donc feu de bois, les grilles posées dessus. Les grilles posées et tu demandes, moi je veux des pommes grenailles, moi je veux ça, et ils te le font direct. Et c'est quoi la triperie? C'était quoi comme type de produit alors? Alors, tu as... Du foie, des choses comme ça? Des foies, tu as beaucoup de foie, l'intestin fin des cochons, le chicharron, qui c'est la poitrine fumée, frite du cochon, ça c'est... Oh là là. Ah, ça c'est... C'est incroyable. Ouais, c'est bien gras, hein. Par contre, il faut courir derrière. Si vous courez pendant le podcast, vous pouvez manger des chicharrons. Et ouais, du coup, on mange beaucoup de barbecue. J'ai tout le temps grandi. La culture colombienne, ils sont un truc qui c'est génial, c'est el paseo de olla. Tu fais un voyage, tu prends ta gamelle, tu prends des trucs, tu vas en plein milieu d'une rivière, tu fais un feu de bois et tu mets ta casserole et tu fais ta soupe.
pendant que tu es en train de profiter à la Alors, du rivière. coup, tu trouves des légumes partout comme ça, juste dans la nature? Non, tu Ou les achètes, ramènes? tu les ramènes, ouais, tu les ramènes. Non, tu vas pas faire la queue. Moi, j'étais déjà parti. Tu vas cueillir les trucs. Non, pas encore, on n'est pas encore en Amazonie. Oui, c'est ça. Mais ouais, du coup, on a ça dans notre culture, c'est vraiment le paseo de olla, le feu, faire à manger n'importe où, n'importe à quelle heure. On est tout le temps en train de faire un truc au feu de bois et manger comme ça, c'est traditionnel. Donc, tu es en train de me dire que vous êtes aussi soupe? Ouais, on est beaucoup soupe. Ah ouais? Il y a un plat typique qui s'appelle l'ajiaco, qui est une soupe avec 3 variétés de pommes de terre. Alors, en espagnol, c'est la pastusa, la criolla et la tocarreña. Alors, la pastusa, c'est un peu comme la pomme de terre agata qui s'effrite un peu plus. La criolla, c'est celle comme la grenaille. Et la pastusa, c'est un peu plus dur. Elle reste ferme. C'est comme les fritables, on appelle ça. Et comment tu les coupes en morceaux? Ouais, tu les coupes en morceaux. En fait, tu cuis ton poulet. Tu fais une base de poulet. Parce qu'il y a du poulet, de l'avocat, de la crème fraîche, des capres. Tout ça dans la soupe? Ouais. Et il y a des gens qui mettent du riz. Hein. Et tout ça, c'est en morceaux ou c'est mixé à la fin? Non, c'est en morceaux. C'est en morceaux. Du coup, ils te rajoutent ça et du coup, tu as les pommes et la racacha. Et la racacha, il y a des gens qui la mettent. Ou la huasca, que c'est une herbe typique de chez nous. Que ça pousse partout, c'est comme une mauvaise herbe. Et qui donne vraiment le goût à l'ajiaco. Tu feras jamais un ajiaco si t'as pas ça, c'est une soupe de pommes de terre. Faute grave. Faute grave, ouais. Tu pourras demander à tous les candidats, c'est faute grave, ouais. Dehors, t'es viré. T'es viré, ouais. Et du coup, c'est assez lourd et assez conséquent. Et franchement, on est très soupe. En fait, c'est un plat où t'as à la fois des protéines animales, à la fois des légumes, enfin t'as tout dedans, quoi. T'as tout dedans. D'accord. Plus le maïs, c'est assez chargé. Et on n'a pas que ça. Selon les régions, t'as el mondongo, comment ça s'appelle j'ai oublié. El mondongo. Donc, pendant que ça te revient, donc t'es vraiment élevé, toi, en rapport avec la nourriture et le produit. Ça fait partie de ton identité, quoi. Ouais, ça a tout le temps fait partie de mon identité et ça fait tout le temps partie de discussions à table. Moi, j'avais un grand-père, il était peintre. Mais un truc où on pouvait s'asseoir et parler des heures et des heures. Il m'a raconté des histoires. Ça tournait tout autour d'un plat, d'un restaurant et tout ça. C'était lui qui me faisait goûter les vins quand j'avais 10 ans, alors que c'était interdit. Viens goûter le vin. Il me faisait goûter. Et c'est une discussion que j'ai tout le temps eue avec mes parents, comme ma grand-mère et mon grand-père. Surtout mes grands-pères et ma mère. Parce qu'ils sont plus de la culture de la gastronomie française, de tout ça. Mais j'ai tout le temps grandi en parlant de cuisine, des restaurants. J'avais tout le temps des magazines de cuisine, des livres de cuisine. Et mon grand-père et moi, on pouvait parler des heures de ça. Donc vous êtes à table en train de manger, vous parlez de nourriture. De nourriture. Ouais. Je peux comprendre que ça puisse surprendre des gens. Ouais. C'est très... peut-être pas français, je sais pas si c'est plus français qu'autre chose, mais ouais, ça a l'air un peu redondant. Tu es en train de manger, tu parles encore de manger. Hein. Mais... Et t'avais quel âge alors quand tu parlais plat et tout, avec une dizaine d'années? Ouais, une dizaine d'années, je pense 10-12 ans. J'ai tout le temps parlé de manger, des produits, qu'est-ce que ça avait le goût, d'être curieux. Ouais, tu mangeais quoi à cette époque-là Je demandais à mon grand-père quand tu étais jeune, tu allais manger où et tout ça. Mais moi, j'aimais pas le sucre, j'aimais bien la bière. Et du coup, ok. Et du coup, il m'a tout le temps parlé des restaurants parce qu'elle a vécu à Paris. Il m'a parlé tout le temps de ce qu'il mangeait dans les restaurants, de comment il lui faisait le poulet, le machin et tout. Il expliquait tout avec tellement de détails que tu pouvais imaginer le plat. C'était ton voyage à toi, quoi. Il te faisait voyager. Tu avais déjà une idée de comment pouvaient être les restaurants à Paris. Ouais, exactement, ouais. Et après, j'avais ma grand-mère qui, franchement, elle mettait la main à la pâte. J'ai fait la terrine avec elle, avec le moulin, elle le tournait comme ça, on faisait la terrine. Et le chou farci, j'ai tout le temps grandi avec elle. C'était vraiment la cuisine de maison traditionnelle française, je l'ai appris avec elle.
Petit aparté, tout à l'heure en arrivant, Mathéo m'a montré une terrine qu'il Ouais. était en train de faire, la recette de sa grand-mère. Là. Elle a combien de kilos là? Ça fait au moins Là, 4, j'en 4 ai kilos 5 4 kilos, ouais, là, c'est ça. 4, Une 5 kilos. terrine, ça a l'air très 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 sérieux. Elle n'était pas encore cuite là, elle est partie en Oh, cuisson. voilà, elle est partie en cuisson, là. Ouais. Grosse niveau. Donc c'est ta grand-mère qui t'a expliqué tout ça, comment faire la terrine quoi. Ouais, j'ai tout le temps qui m'a expliqué, même à comment faire la béchamel sans savoir que c'était une béchamel. Mais tes potes, ils te trouvaient pas bizarre du coup Moi, j'ai tout le temps été bizarre. Hein. Non mais je veux dire, tu vois, t'es pas en train de parler foot, etc. Tu parlais cuisine. Je parlais après normal Évidemment, avec mes potos, évidemment. comme tu parles avec tout le monde. Bien sûr, mais tu avais quand même une passion. J'avais une passion pour la cuisine. Et moi, j'étais au lycée français, c'est l'élite des écoles en Colombie. J'ai fait un bac S. Alors, j'aimais pas du tout ça. Moi, je savais que je voulais faire la cuisine. Mais moi, j'étais le dernier de la classe. Hein. Moi, je ne m'aimais pas aller en cours. Ma mère, elle suffrait chaque fois qu'il fallait parler au prof. Elle me disait, bon, est-ce que, au moins, tu as passé l'année, s'il te plaît, on croise les doigts pour que tu passes l'année. Moi, à l'école, je n'aimais pas du tout. Parce que j'aimais pas un truc, et j'ai compris ça beaucoup de temps après, j'aimais pas qu'on me dise, il faut faire ça comme ça. Moi, j'aime pas qu'on m'impose comment faire les trucs. C'est horrible depuis petit. Mais je pense que c'est parce que j'aimais pas mes profs aussi. J'ai l'impression que t'es pas le premier chef qui nous dit ça quand même. Hein. Il y a un truc vrai dedans. Ouais. Je pense que c'est un truc, on a une petite rage. C'est fou ça. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Mais moi, je me rappelle, même en mathématiques, je me disais, mon prof, il me disait, ouais, t'es arrivé au résultat, mais c'est pas la bonne méthode. Mais on s'en fout, j'arrive au résultat. Mais alors, je rebondis là-dessus, mais si ta grand-mère te dit le pâté, faut le faire comme ça, tu vas dire non ou là, du coup, tu suis? Là, je suivais. Ah ouais. C'est vraiment. Ma grand-mère, mais tu fais comme ça, je fais comme ça. Bête et discipliné. Bête et discipliné. Bon, après, maintenant, avec le temps, je modifie les recettes. Parce que tu as plus d'expérience, d'autres trucs. Tu as vu d'autres cuisines, d'autres recettes. Mais quand j'étais petit, on me disait, tu fais comme ça, je faisais comme ça. Je réfléchissais même pas. Comme on disait avant, bête et discipliné. Moi, au lycée, on me disait, tu fais comme ça. Et pourquoi? Non, mais il faut faire. Ah, mais j'ai pas envie de faire comme ça, non, j'aime pas. Ah, tes profs, ils disent, ah, moi, je suis avec Mathéo. Ah, bah non, on est deux frères. Il y a mon petit frère, lui, c'était le meilleur de la classe. Moi, j'étais le sympathique. Ah, bah, de la les classe. deux. On est les deux extrêmes. Ma mère, tous les profs lui disaient à mon petit frère, non, le meilleur de la classe, 20 sur 20. Mathéo, il est très sympathique, il nous fait rire. Mais qu'est-ce qu'il est nul en cours Il faut faire un truc avec lui. Ah, t'as quand même eu bac S. Ah ouais, j'ai quand même eu le Bocuse. Ouais, je me plains pas, hein, j'ai eu mon bac S, fier de l'avoir. Parce que ma mère aussi, elle a dit, j'ai arrêté de travailler avec lui. Et alors, du coup, tu es à Bogota, tu continues dans les études. À ce moment-là, tu te dis que tu veux vraiment être chef? J'imagine, tu te dis. Et alors, c'est quoi le cursus scolaire qui va s'offrir à toi à Bogota pour être chef? Bah, il n'y en a pas. Donc, comment tu te. Je finis mon bac S et ma mère me dit, tu veux apprendre la cuisine? T'es français, non? Tu prends un billet d'avion et on y va en France, t'étudies en France. Ouais, parce qu'il y a zéro. Bah, il y en a, mais ma mère, elle m'a dit, entre te payer une école en France, vu étant que tu es français, que j'ai accès à l'éducation nationale, que j'ai tout le temps eu depuis que je suis petit, ou payer une école privée en Colombie, parce que c'est une école privée, où tu ne vas pas avoir entre guillemets, à l'époque on pensait ça, tu ne vas pas avoir le même niveau qu'en sortant d'une école française. Elle m'a dit, je suis désolé, tu finis ton bac S, j'ai eu mon diplôme, le jour d'après j'étais dans l'avion à mes 19 ans, direct Paris. Pas d'école. T'étais content? Il y a une expression en espagnol qui définit vraiment cette situation, c'est una mano adelante y una mano atrás. J'avais envie de bouffer le monde. C'est-à-dire une main devant, une main derrière. Ouais. J'avais envie de bouffer le monde, de dire ouais, je vais tout déchirer. Bon, quand tu es jeune, tu penses que tout est facile, mais la vie t'apprend que la réalité te rattrape très vite. Du coup, moi je suis arrivé en France. Son appartement. Son école, parce que j'avais postulé à Ferrandi pour faire un bachelor. Ouais. Évidemment, ils ne m'ont pas pris. Ils m'ont demandé plein de trucs techniques de cuisine que je ne savais pas du tout. À l'époque, ils m'avaient demandé, je me rappelle, j'ai dit ça à ma mère était vénère. Ils m'ont demandé, c'est quoi les poissons qu'il y a dans la bouillabaisse? Et moi, je connaissais, mais... Je sais même pas ce que c'était la bouillabaisse. Déjà. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc et tout? Donc j'ai dit, aucune idée. Je lui demande à ma mère, elle me dit, mais c'est pas possible. Comment tu sais pas? Bon, elle m'a engueulé. Du coup, à Ferrandi, j'étais pas prêt du tout. Du coup, j'arrive à Paris et tout, pas d'école.
Le logement, j'ai réussi à me faire loger par l'ex-belle-mère de mon oncle. Du coup, j'avais une petite chambre. À mes 19 ans, hein, je ne savais rien faire. Et Bon, tu parlais quand même. je parlais français, bon, heureusement. bon, heureusement. Ouais, heureusement. ça m'a beaucoup aidé. Même si quand tu arrives et tu sens que tu parles français, on parle vite, tu t'habitues. Oui, je vois ce que surtout tu veux en dire. cuisine. Ouais, en cuisine, au début, les gens ils me parlaient, je disais, mais ils me parlent français ou. C'est une J'ai pas, nouvelle j'ai langue. pas appris le même français au lycée français. Et du coup, je suis arrivé et je cherche une école de cuisine en mois d'août. Tout est fermé. Alors, je te jure, j'ai fait toutes les écoles. Et l'unique école qui a répondu, parce que je pense que je les ai un peu harcelé, c'est le PMT au 17e. Ok. Et je suis allé un jour avec ma mère, en plus, ma mère tout le temps à côté de moi. Ma mère a tout le temps été à côté de moi. Elle ne pouvait pas laisser son petit-fils, Oui. son grand-fils, Évidemment. comme Tout ça seul, dans la nature. à 10 000 km. À 10 000 km. Ouais. Du coup, elle m'accompagnait et tout. Tous les profs, tous les gens, ils me regardaient bizarre parce qu'ils disaient, un gamin de 19 ans avec la maman à côté qui va l'accompagner. Bon, écoute, moi j'étais Elle est en comme ça. cours avec toi ou... Ouais, non, elle a failli. Hein. Au lycée français, elle a failli aller au cours. Je suis désolé. Maman, merci. Et du coup, j'ai eu la chance, je laissais harceler, je pense que ça s'appelait tous les jours. Bon, il y a la place pour moi, il y a la place pour moi. Et on m'appelle et on me dit, bon, il n'y a pas la place pour toi pour la mise en niveau. Par contre, il y a pour le bac techno, c'est en un an, en apprentissage. Et après, tu peux enchaîner sur le BTS. J'ai dit, bingo, je prends ça. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'est une alternance. Je savais, bon, j'ai dit un bac techno, j'en ai un bac S. Ça va, c'est pas. J'ai pas. Ouais, tu veux dire dans toutes les parties français, etc. Français, T'étais pas perdu. J'étais pas perdu du tout. Non, même les maths, quand tu sors du bac S à bac techno, moi, j'étais tranquille. Ouais. Pour une fois, j'étais le premier de la classe. et du coup, alternance. Et du coup, je suis tombé chez Juan Arbeláez au restaurant Plancha. Du coup, je commande mon alternance. Horrible. Je pense que les 5 premiers mois, pour moi, en alternance, c'était très dur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a... C'est quoi le choc des... Tout. Je pense que habiter tout seul. Tu fais des horaires de malade. Parce que tu arrives, tu fais 7h, minuit, non-stop, la coupure, de temps en temps. J'étais un peu enfermé en moi. Timide. Timide. Du coup, des fois, j'avais faim et c'est le perso, j'avais pas le temps de manger. Du coup, je n'osais pas dire, excusez-moi, je peux garder un petit bout. Non, j'étais timide. Un peu timide, introverti. Bon, ça s'est changé. T'as changé depuis ? Ah ouais, j'ai beaucoup changé, ouais. C'est quand tu apprends au coup de poing, au coup de pied, machin, à l'époque. Et évidemment, il y a 10 ans, il y a 10 ans, la cuisine, c'est pas comme maintenant, c'était beaucoup plus dur. On a beaucoup changé depuis. Et même à cette époque-là, je me disais, mais pourquoi on nous torture comme ça ? On passe des heures de malade. Ici, on se fait mal parler et machin. Mais après, c'était la méthode ancienne pour pousser les gens vers le haut. C'est une méthode que maintenant, on se rend compte que ça ne marche plus et qu'on ne peut plus continuer comme ça. Mais à l'époque, je me rappelle, je me suis enlevé tous les bouts de doigts. J'avais pas de couteau, j'avais pas de tenue de cuisine, j'avais rien. J'avais juste envie de faire la cuisine. Je savais pas éplucher un oignon, machin. Du coup, les premiers mois, très durs. Je me rappelle, je dormais à peine. Ça devait être compliqué quand même. Le nettoyage, tu es tout seul, du coup, on te parle mal toute la journée. Que ce soit le machin, le commis, le chef de partie, tu viens d'arriver, tu fais que des boulettes parce que t'es apprenti, tu découvres tout. Ouais, puis toi, en plus, tu n'avais jamais, t'avais jamais travaillé dans une cuisine. Non, j'avais jamais mis un pied dans une cuisine. Et ça, eux, ils s'en fichaient. Ouais, ils s'en fichaient, hein. T'es là, quoi. T'es là. En plus, t'es en alternance, du coup, il faut se mettre au cours. Du coup, t'es comme un salarié en plus. T'y vas, hein. Oh la vache, je me suis pris des coups. C'est c'était... la vocation, tu t'es dit, mais quelle connerie d'avoir fait ça, non ? Tu t'es pas dit ça à un moment ? Ouais, moi j'essaie, dans mes rêves, moi je mettais le poivre et nickel, c'est bon, je suis chef. Et non, la réalité, c'est le jour et la nuit. Et est-ce que tu t'en gardes quand même, je veux dire, t'as appris, j'imagine que du coup tu connaissais rien, t'as dû apprendre des tas de choses quand même. Ouais, la première année, c'était une année très dure. Déjà, je ne connaissais pas la coupure, mais très dur parce que tout est nouveau pour toi. Tu sais, même être debout dans une cuisine, comment te bouger dans une cuisine, c'est nouveau pour toi. Et tu fais des boulettes, tu passes à côté de quelqu'un sans te dire chaud, tu le bascules et tout. T'es un boulet. Hein. Les gens, ils disent, mais il fait quoi, lui ? Reste dans ton coin.
Et du coup, je me rappelle, j'ai beaucoup appris le carnet, le petit carnet. Mais si tu notes tout sur ton petit carnet, je notais dans mon petit carnet, tout minuscule, écrit dégueulasse et tout. Et je me rappelle, j'allais à l'école. L'école, c'était un peu mon échappatoire de la routine. T'étais content d'aller à l'école, Ouais. hein? Pour une fois, j'étais content d'aller à l'école. Bah, tu voyais, bon, les cours de cuisine, j'ai vite compris qu'en cours de cuisine, j'allais rien apprendre. Quoi, premier cours de cuisine, tu faisais la plonge. Pour un concours, il y avait un concours à l'époque à l'OPFT. Premier cours de cuisine, tu étais tout beau en veste de cuisine toute propre, nickel, avec ta grosse mallette de couteaux qui, 3/4 des couteaux, maintenant je ne les utilise plus, je pense que je laisse tous offert. Non, je garde l'office. Et du coup, tu arrives là-bas et tu dis, bon, on va m'apprendre à faire une pâte à choux, une pâte brisée. Ben, moi, la pâte brisée, je l'ai vue avec ma grand-mère. Bon, on voit qu'un, pas de service, rien. Du coup, j'ai dit, bon, heureusement, il y a l'alternance. Du coup, que tu commences à prendre un peu goût, aller plus au boulot qu'en cours. C'est normal, je dis, mais il faut les diplômes. C'est tout le temps, mon père, il n'a jamais voulu que je fasse de la cuisine. Ah, il disait que ce n'était pas pour moi. Mais il m'a dit, il faut des diplômes. Je lui ai dit, ok, je te fais les diplômes, mais tu me laisses faire la cuisine. Ah, mais c'est lui qui m'a poussé. Bon. Et du coup, quand j'étais en cuisine, bon, je me prenais plein, brûlures, coupures, tout est nouveau. Mais j'apprenais et je me sentais à ma place. C'est la première fois que je dis, je suis à ma place. Bizarrement, je suis à ma place. T'es un peu, t'es bizarre mais à ta place. Ouais, bizarre mais à ta place. Je me prenais, mais je me rappelais, au bout de 6 mois, je dis non, c'est pas pour moi, j'arrête, je retourne en Colombie. Qu'est-ce que je fous là je fais rien. Combien de temps il t'a fallu pour que tu commences à appréhender vraiment le métier, que tu sois plus... Je dirais, au bout de... Je pense qu'après ma crise de dire je retourne en Colombie, c'est pas fait pour moi. J'ai eu mon oncle Pablo, à l'époque, il m'avait dit, mais ça va être pareil partout, que ce soit là ou là-bas, c'est un métier, ça va être dur partout. Ah, tu voulais rentrer en Colombie pour cuisiner? Ouais, pour prendre un cours de cuisine classique, parcours classique, tu vas à l'école. Et ton oncle t'a dit, bah, ce sera pareil. Ouais, lui, il m'a dit, ça sera pareil si tu vas là-bas, machin et tout. J'ai dit, bah écoute, j'ai rien à perdre. Écoute, au pire, on me vire. Ils vont pas me virer, je suis apprenti. C'est bénéfique pour eux plus que moi. Du coup, je t'ai dit, vas-y, j'ai rien à perdre et je me lance. Et là, petit à petit, tu vois, quand on te laisse plus de tâches, on te dit, viens si, je t'apprends à faire une quenelle. Et bon, je prenais plein la gueule parce que les quenelles, au début, j'arrivais pas à les faire ou des trucs comme ça. Mais je me sentais qu'on me laissait la place de... On commençait à te montrer des choses. Ouais. Que je passais pas la journée à nettoyer des frigos, à éplucher des oignons et tout ça. Et tu dis, bon, on m'apprend un truc nouveau, on m'a appris à ouvrir des huîtres. Du coup, j'étais fou comme un fou. J'ai acheté des huîtres à ouvrir des huîtres. On m'avait appris à faire des quenelles. Du coup, j'ai acheté les glaces. C'est mon chef à l'époque, il me dit, quand tu fais 1001 quenelles, c'est que tu as appris. Et je faisais, j'ai acheté des glaces, j'en ai pris des kilos à cause de ça. Mais pour faire des quenelles. Avec quoi? Comment tu l'as fait? Une seule cuillère, parce que lui, il m'avait appris, parce qu'on avait le pacotier, à la faire avec le pacojet? Ouais, avec une seule cuillère. Il m'a dit, c'est la perte de temps que tu apprennes à la faire une. C'est quoi la différence? C'est le geste que tu fais? C'est le geste. Tu as un geste spécifique que franchement, à force de le faire, tu fais comme ça et tu as ta jolie quenelle. Et tu chauffes un peu la cuillère en dessous? Ouais, tu chauffes dessous un peu et tu la posais. Et j'arrivais pas. Ah, mais ça me rendait fou. Ça a dû te retourner le cerveau, ça. Ah, mais ça me retournait le fou. Et plus que je suis tête de con en plus, moi, quand je veux faire un truc, tu peux me dire tu n'arriveras jamais. Juste pour te démontrer que tu as tort, je le ferai. Donc, tu as fait les 1000 quenelles. Ouais, 1000 quenelles, je les ai fait. Maintenant, j'aime bien les faire, mais à l'époque, je détestais faire ça. Et j'ai jamais lâché. J'ai oublié de te poser une question hyper importante, tu vas voir, ou pas. Quand tu arrives à Paris, toutes les histoires de ton grand-père, des restaurants, etc., tu as été mangé où? Tu te souviens? Tu te souviens d'un resto que tu as été faire? Ou alors, c'est quoi le premier beau resto que tu as fait à Paris alors? Le premier beau resto que j'ai fait à Paris. Ouf, c'est une belle question, je ne me rappelle même plus. On partait... je ne me rappelle plus. Ça doit pas être très bon parce que ça ne m'a pas trop choqué, non, c'est une blague. Je suis parti où? Que je me suis vraiment... En vrai, la première fois que j'ai mangé au restaurant, c'est bizarre, mais c'était à Plancha. Ok. Au lieu où j'ai bossé. Et c'était la première fois que j'ai connu un peu la cuisine bistronomique. Un truc vraiment où tu as plein de saveurs, c'est cool, mais tu as un certain rigueur, un certain détail sur certains trucs. Je trouvais ça kiffant. C'est pour ça, je pense que j'ai tout le temps resté sur bistronomique
toute ma vie, j'ai fait du gastro, mais j'ai tout le temps adoré la bistronomie. Je trouve que c'est un peu plus rock'n'roll, c'est un peu plus comme moi. Il y a pas de... C'est pas le truc carré. C'est moins dans les... Ouais, c'est moins dans le truc carré. Le gastro, j'adorais, j'en ai fait. Mais c'est trop dans tout est pesé, tout est millimétré, tout est au gramme près, au timer. T'as besoin Moi, j'ai besoin de créativité, de Ouais. pouvoir un peu te sortir des trucs, quoi. Ouais, un peu de freestyle. Moi, je suis arrivé au gastro, j'ai ramené mon enceinte et j'ai mis la musique et ils m'ont tué. Mais le chef, il m'a dit, mais tu te prends pour qui? Tu fais quoi là? C'était où ça? C'était à Château de Bagnols, à côté de Lyon. Et mon premier gastro de ma vie. Et premier et dernier, je pense que j'ai plus réessayé le gastro. Et j'arrivais comme chef de partie poisson à l'époque. Et le chef, c'était celui qui avait gagné le championnat masse de lièvre à la Royale, Kevin Pernet. Je me rappelle, il m'avait appelé par message, j'ai dit, bah si, je vais tenter le gastro, je vais le faire. T'étais où avant d'aller au gastro? J'étais dans une brasserie qui s'appelle Joséphine chez Dumoulin, rue du Cherche-Midi. Ouais, rue du Cherche-Midi. C'est là où j'ai fait mes 2 dernières années de BTS, où j'ai vraiment pris du plaisir à travailler. C'est Vraiment. une belle très belle maison, expérience. cuisine traditionnelle mais de Cuisine qualité. traditionnelle, de qualité, que du produit frais. Je me rappelle, j'avais un second en honneur, il avait 40 ans de métier, il s'appelait Marc. Salut Marc, si tu me vois. Et lui, c'était un mec en or. Le mec, à 6h du matin, il te lançait les confits, les jus, les fonds, les terrines, pas un seul timer, rien brûlé, tout roulé tranquille. Et tranquille, lui. Et il te sortait les trucs, les menus comme ça, du four à 250, il te le posait comme ça sur la plaque. Il te testait l'huile au doigt, il disait non, c'est pas assez chaud. Et moi, j'étais... Je me suis pas assez brûlé. Ouais, je me suis pas assez brûlé. Et moi, je me rappelle, je suis arrivé, je lui dis, waouh, lui, c'est un monstre, je veux être comme lui. Et du coup, j'étais apprenti. À la base, je devais arriver à 9h30 en cuisine. Et moi, j'avais faim. J'ai toujours faim d'apprendre et tout ça à l'époque. Je dis, vas-y, je vais arriver à 7h. Il était déjà là? Ah bah lui, il était depuis 6h du matin, hein, le second Marc. Il ouvrait le restaurant, hein. Lui, il rentrait tout, machin. Et moi, j'arrivais à 7h du matin, mais tu fais quoi là? Je dis, bah te reposer, c'est pas tant. Mais non, moi, je veux apprendre. Comment ça, tu veux apprendre? Ouais, moi, je veux faire ça et ça, et du coup, moi, je veux apprendre à lever les poissons et tout ça. Au début, il m'a dit, non, tu te reposes. Je lui ai dit, non, tête de con que je suis. La première semaine, il m'a rien laissé faire. Et j'étais là tous les jours à 7h du matin, je lançais mes mises en place, machin. Je sais, je peux donner un petit coup de main. Bon, tu peux faire ça. Et petit à petit, un jour, il m'a dit, tu veux apprendre à lever les poissons? Regarde, je t'ai pris 3 saumons, on va les lever ensemble. Et moi, j'arrivais à 7h du matin, je levais les poissons avec lui, masterclass en plus. J'arrivais avant les commis où il y avait le second et moi au début. Après, à 9h, il y avait les commis, les chefs de partie, le chef qui arrivait. Moi, j'arrivais avant tout le monde. T'as dû apprendre, là, en 2 ans, c'était... Ah, mais c'était mon échappatoire. Parce que, un peu, je me sentais un peu seul. Parce que tu es arrivé en France, je venais d'avoir mon appart, mon premier appart étudiant. Ouais, tu passes, je sais pas, en Colombie, tu as des gros apparts, le minimum, c'est je pense 60 mètres carrés. Tu passes à 15 mètres carrés. Tu as le lit, ta télé, ta cuisine, et si tu as la chance, tu as la salle de bain. Du coup, j'avais la chance et tout. Ok. Mais je sais, mais je fais quoi là, tout seul? Ta famille est à 10 000 km. Ouais, tu préfères être en train d'apprendre des choses en cuisine. Ouais, c'était mon manière de m'échapper, de ne pas penser à... Sinon, sinon j'aurais sauté depuis le 3e étage depuis longtemps. Et du coup, moi, mon échappatoire, si j'étais bien... Quand j'avais des problèmes d'amour, parce qu'on est cuisinier, on est aventurier, on est colombien, hein, on adore bien les... Si j'avais des problèmes de quoi que ce soit, je me réfugiais au travail. C'était un peu ma drogue, mon échappatoire. Et du coup... et là, tu pensais à rien, à part la cuisine? À part la cuisine, je veux apprendre, il faut que j'aille plus vite. On faisait des concours avec le second pour voir qui faisait les pâtons de millefeuille plus vite avec le laminoir. Et moi, j'ai dit, vas-y, on va faire un concours. Genre... Et moi, je kiffais cette atmosphère de rester au restaurant jusqu'à 1h du matin, tu parles. Des fois, on buvait les coups à la fin du service. Mais moi, je kiffais ça. Sinon, tu aurais été tout seul dans un 15 mètres carrés. À boire ma bière tout seul et triste. Ouais, c'est ça. Et moi, j'adorais cette atmosphère. C'était comme ma deuxième famille. J'ai tout le temps dit ça. La cuisine, c'était ma deuxième famille. Où que je suis, l'équipe de cuisine, tout, c'était ma deuxième famille parce que j'étais tout seul. Maintenant, j'ai ma compagne et tout, j'ai un peu plus de vie de famille, mais à l'époque, c'était mon échappatoire. Apprendre,
et rester autour des gens qui font la cuisine, qui ont un truc à te dire. Même pas en... parce que quand t'es jeune, t'es un peu tête de con et tu penses que t'es meilleur que tout le monde et que tu vas leur démontrer. J'étais un peu comme ça. Il faut brûler cette étape très vite pour les jeunes cuisiniers qui m'écoutent. Il faut la brûler très vite parce qu'en fait, le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu n'as rien compris à la cuisine. Et une fois que tu lui as démontré à ton chef là, que tu pouvais, qu'il pouvait avoir quelque part confiance en toi, du coup, il m'a lâché. Il t'a tout appris? Et il m'a tout appris. Tous les secrets. Il me disait, tu lances la... J'arrivais à 7h, je lançais... À l'époque, il y avait le chef pâtissier, il était parti, du coup, je lançais la pâtisserie. Je passais avec lui pour faire les mises en place avec lui. Et je donnais des coups de main au garde-manger, j'ai tourné dans tous les postes. Je savais faire tout ce qu'il y avait à faire dans la cuisine, dans tous les postes. Et les soirs... T'avais un truc que tu préférais? T'avais un poste que tu préférais? Ouais, le chaud. Le chaud? Ouais, j'ai toujours aimé le chaud. J'ai toujours aimé les viandes. C'est... quand tu parles les poissons, d'écouter comme ça craque les sauces des poissons qui fait cric, cric, cric. Ah, je trouve ça tellement kiffant. Et te dire, vas-y, qui lève le poisson plus vite et tu fais en 2 coups de couteau, moi je fais en une. Les viandes, j'ai tout le temps adoré ça. Travailler les viandes, comment tu transformes une pièce brute en un truc. Tu dis un filet, quand tu le vois brut, le produit brut, il n'est pas très beau, il y a du gras partout, machin. Mais quand tu le nettoies et tout ça, et tu dis, waouh! Tu as juste enlevé quelques bouts de gras, quelques nerfs et regarde le résultat, c'est un truc magnifique. T'es amoureux du produit, hein? Ouais. J'ai tout le temps été amoureux du produit. Je me rappelle de voir des beaux poissons. Je me rappelle des souvenirs quand on recevait du cabillaud bien frais. Je me rappelle le second, il me disait, tiens, on va se faire un petit bout de cabillaud. On venait tout juste de le lever, un peu de sel et on le mettait à la poêle comme ça, cuit à l'unilatéral. Et on mangeait ça à 8h du matin. Hein. Okay, alors j'allais justement... à l'époque, comment tu trouves les produits français par rapport à tous les produits dont tu nous as parlé au début, colombiens alors? Comment tu les trouves, ces produits? En fait, vu que mon grand-père m'a parlé tellement de la cuisine française et des produits français, pour moi, c'était waouh! D'ailleurs, petite parenthèse, mais moi, j'ai appris qu'en France, on mange plus de sel qu'en Colombie. Chaque fois que je goûtais, mais ça manque de sel. Du coup, on peut laisser habituer à manger plus salé. Bon, petite parenthèse. Mais je trouvais les produits, un truc magnifique, le foie gras. Je me rappelle la première fois que j'ai touché du foie gras, j'étais comme un enfant de 4 ans. Waouh! Du coup, les veines, c'est là, waouh! Et tout. Les gens, ils me prenaient pour un fou. Je dis, mais bon, mais toi, tu as grandi avec du foie gras, du caviar. Toi, t'as 22 ans, c'est la première fois de ta vie que t'en vois, quoi. Ouais. La terrine, je coupais les terrines, je disais, waouh, c'est tellement beau, machin, comment on fait ça, la rillette, et tout ça. Tout le monde me disait, c'est du foie gras, c'est la terrine, il n'y a pas de magie, tu vois. Ça devient tellement banal de voir des produits comme ça. Tous les jours, et du coup, c'est comme les truffes. Ça banalise, quoi. Ouais, c'est comme les truffes. Je me rappelle, quand j'étais à Joséphine chez Dumonet, on faisait beaucoup la saison des truffes. Ouais. On faisait des œufs brouillés, les semblettes, le tourne-d'or Rossini, la salade de mâche, pommes de terre avec de la truffe. Et je me rappelle une fois, il y a le patron, Jean-Christian Dumonet, et le second, il me dit, viens, on va t'apprendre à choisir les truffes. C'est une blague. Et à l'époque, c'était Mas qui nous livrait, le patron de Mas qui arrivait avec sa boîte en cachette et sa balance au restaurant. Il nous ouvrait le truc, il disait, bon, choisissez les truffes. Et voilà. Je suis arrivé, je disais, mais ça coûte une blinde. Moi, j'étais là. Mais attendez, je peux les toucher et tout? Oui, il faut la choisir, il faut la sentir, il faut la toucher, regarde, coupe un petit bout, tu goûtes et tout. J'étais comme un enfant. J'étais là, waouh et tout. Et moi, j'ai pris un plaisir, mais à la fin, il disait, tu veux choisir ta truffe? Moi, du coup, je prenais du temps et tout pour choisir les meilleures truffes. Et je prenais un plaisir énorme. C'est un truc de fou, tout le monde me disait, mais c'est des truffes, on fait ça tous les saisons. T'avais la découverte en plus, quoi, c'est la première fois. C'est la première fois, ouais. Et du coup, moi, j'étais fasciné par les truffes, le foie gras, tout ça. Et tout le monde disait, c'est du foie gras, la truffe. Théo, calme-toi. Ouais. Bon, après, avec le temps, tu les vois souvent, tu perds un peu la magie, mais j'ai tout le temps le souvenir de dire, choisis ta première truffe. Il fallait pas se louper. Hein. Ah ouais, oui, t'avais la pression quelque part. J'avais la pression, j'avais le patron, le second qui me regardait, bon, choisis et choisis bien. Hop. Ok. Génial. Mais j'ai trouvé ça, franchement, des meilleures époques que j'ai vécues, c'était les apprentissages pendant ces 2 ans. C'était dur, hein. Il y a eu des moments de hauts et des bas, mais
avec du recul, tous les problèmes qu'on a maintenant, ou que quand t'es chef, t'as d'autres soucis à t'inquiéter. Là, Ouais. t'avais un souci, c'est apprendre, bien travailler et être à l'heure. Ça se résumait à ça. Et avoir tes diplômes et pas être en... T'as un plat comme ça que t'aurais fait ou appris là-bas qui t'a marqué? Ou pas? Ou c'est vraiment un ensemble? Le bourguignon. Vraiment, parce que il faisait le bourguignon depuis 40 ans. C'était tout le temps la même recette, tout le temps les mêmes produits, tout le temps la même manière de le faire. Et moi, je trouvais ça fascinant que les gens ils revenaient tout le temps pour le même bourguignon qui a 40 ans. Et c'était tout le temps le même bourguignon. Et t'as compris la première fois où tu l'as goûté, le bourguignon? Ouais, j'ai compris. Et au début, on m'a pas tout révélé Ouais. tous les secrets. Mais au fur et à mesure que je prenais un peu de place et que je m'intéressais un peu plus, ils m'ont dit, regarde, là on met un peu de chocolat, tu vas voir, ça va te rajouter de l'antocité, tout ça. Et je me rappelle, au début, je m'occupais juste de couper les légumes. Après, tu parais les jus de bœuf. Après, tu assemblais le tout. Après, tu faisais la totale et après, tu lançais en cuisson. Parce que le bourguignon, c'était à la joue de bœuf qu'il était. Ouais, et je faisais à la joue de bœuf parce que, drôle d'histoire, ils n'aimaient pas le paleron de bœuf parce que les clients, ils demandaient tout le temps des cordons pour s'enlever les petits fils de viande. Mais du coup, on faisait à la joue de bœuf. C'est bon à la joue de bœuf. Ah, franchement, c'est meilleur. Ah ouais. Ça a plus de goût, je trouve. Ouais. Moi, j'aime bien le paleron, mais pour faire d'autres préparations. Mais pour le bourguignon, mettez du jus de bœuf. Ouais, je suis d'accord. Je suis team joue de bœuf, moi aussi, sur le bourguignon. En plus, ça a plus de collagène, du coup, c'est plus gélatineux. Moi, j'aime bien le collagène, les trucs gélatineux un peu. Ouais, parce que ta sauce, et ça te lit. fait, Et quand tu finis tes collants partout, j'adore. Et moi, je dis, il faut se salir et se mettre partout pour kiffer la cuisine. Et la viande, vous la faisiez vous la faisiez un peu mariner? Ouais, on l'a fait mariner avec du vin rouge. C'est le mec discrètement qui commence à demander la recette. C'est discrètement. Ouais, c'est très discret. Pose une ou deux questions discrètement. On mettait poireaux, carottes, la couenne, comment ça s'appelle, de la poitrine de cochon fumé, les chutes de la poitrine de cochon fumé. Ça a mariné à... Ouais. Ah oui. Du vin rouge et un peu de fond brun de veau. Et à la fin, on cuisait ça au four et on récupérait les viandes. Et la sauce, c'était la particularité. On l'a passée au chinois. On l'a laissé bien lisse et on l'a liée au chocolat. Et donc, vous preniez le temps, quoi. Ouais, c'est ça? C'est vraiment... je trouvais que ce restaurant, on prenait le temps de bien faire les choses. On ne faisait pas beaucoup de choses, mais on prenait le temps de bien faire les choses. Genre le bourguignon, tu l'avais de A à Z. Le confit de canard, on le faisait nous-mêmes. Hein. On recevait les confits, on le faisait nous-mêmes, de A à Z. Et on stockait les sauts nous-mêmes, mais on faisait tout de A à Z. Et les desserts aussi? Desserts de A à Z. Ah ouais, donc t'as 2 ans, sacrée formation. T'as fait le salé, le sucré, enfin t'as tout fait. Ouais. Poisson, viande, cuisson, légumes. Et moi, j'avais compris vite fait la chance que j'avais d'avoir Marc qui avait 40 ans de métier. Tu pouvais lui demander n'importe quoi, quelle pièce de viande. Ah non, mais moi, ça, tu le faisais comme ça, machin, il te l'a montré en 30 secondes. Toi, tu étais là. Ah bah alors là, je suis scotché. Et tu pouvais lui demander n'importe quoi, recette à l'ancienne. Tu disais, ça, tu peux le lier au sang. On a fait la lièvre à la royale. Ça, c'est aussi ça de... Ça, par contre, j'ai pas pu la voir avec lui, malheureusement. On n'a pas eu le temps ce jour-là. Et on l'a fait une fois, je pense, dans le restaurant. Et j'avais vu le faire, par contre. C'est un travail énorme, de titan à l'ancienne. Mais ça se voyait. Tu sais, quand tu sens que tu es à l'aise à travailler à une viande ou machin, que tu donnes des coups de couteau, même si tu peux pas voir, tu sais que la personne elle est à l'aise, il a tellement fait le truc que c'est automatique. C'est quand tu éminces un oignon, quand tu commences, tu es comme ça. Et au fur et à mesure. à la fin, tu discutes. On discute ensemble. On discute ensemble. Et moi, tu as fait le colis entier des oignons ou de carottes sans voir. Et moi, j'aimais ça de lui. Et son côté humain. Il avait du travail, mais il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Il nous a engueulé, hein, comme il faut la rigueur dans une cuisine. Mais jamais un cri, un coup de torchon, rien. Dans la bienveillance. Dans la bienveillance. Et c'est ça que j'adorais de lui. Parce que c'est un mec où il rentrait, il te disait tu fais comme ça. Tu disais non, mais non. Tu faisais comme lui parce que tu savais que. Non, j'aurais pas dû dire ça. Non, je vais rien te dire. Et franchement, c'est un truc qui est resté en moi. Je dis, moi, je veux être comme lui. Hein. Un truc,
t'as pas besoin de crier ou de dire c'est moi le plus fort, machin. Juste on travaille par toi-même. J'imagine qu'à le voir travailler de toute façon tous les jours, tu savais que c'était le plus fort. Ouais, il n'y a même pas photo, quoi. ouais. Tu sais, quand il te disait je suis dans le jeu et que le mec il faisait le show avec 60 couverts et il t'envoyait tout ça tranquillement, tu étais là. Moi je suis dans le jeu avec des centrés. Tu vois, le mec il te sort des trucs, son timer sans rien, il te sort 60 couverts tranquille au show. Tout seul. Et t'étais là. Ouais, moi j'ai du mal. Et du coup, tu savais ce truc de je veux être comme toi. Tu relativises et tu dis ok. Je suis en fait, je suis pas bon. Non, je suis pas bon, je suis juste un simple gamin avec une grosse gueule et envie de dire que c'est moi le meilleur. Parce que en vrai, tout cuisiner, et là, à cette époque où j'ai une grosse gueule et c'est moi le plus fort. Ouais. Alors que tu vas voir. Quand tu travailles avec des personnes comme ça, tu dois vite te rendre compte que c'est pas le cas, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je dis, il faut rester tout le temps humble. T'as quelqu'un meilleur que toi et t'as quelqu'un pire que toi, mais il y aura quelqu'un meilleur que toi. Et même plus jeune, pour que tu aies plus de mal. Ah ouais, pour que ça te vénère encore plus. Pour que ça te vénère encore plus. Ouais. Donc ça, tu fais ces 2 ans pendant ton BTS ? Ouais. T'es diplômé ? Les parents sont contents ? Parents un diplôme. sont contents. J'ai mon diplôme. J'ai eu mon diplôme. Je pars à 3 mois en Colombie. De base, c'était 1 mois, mais je restais 3 mois pour... Ça faisait 3 ans que je n'avais pas vu ma famille. Du coup, c'était important pour moi. Comment c'est les retrouvailles ? C'est bizarre. Parce que tu n'es pas la même personne quand je suis arrivé en France que quand je suis arrivé en Colombie. Après 3 ans. T'as mûri, t'as grandi, c'est quoi ? J'ai mûri, j'ai grandi. C'est un ado qui est parti et c'est un homme qui est revenu ? C'est un peu un homme qui est retourné. C'est quand tu commences la cuisine, t'es jeune, tu commences avec des gens qui sont 5-6 ans plus grands que toi. Du coup, tes problèmes, pour eux, c'est des conneries. Ces vrais problèmes, c'est ceux qui ont machin et tout. Du coup, tu apprends très vite que en fait, tu es juste un simple gamin qui vient d'arriver en cuisine et que tes problèmes, c'est pas des problèmes, c'est juste des conneries que tu veux. J'ai pas d'argent pour aller en boîte, ça c'est pas un problème, tu vois. J'ai pas d'argent pour payer les couches de ma fille, ça c'est un problème, tu vois. Et du coup, j'ai grandi beaucoup avec des gens grands et quand je suis arrivé en Colombie, je me rappelle, je voulais faire plaisir à mes parents. Je gagnais pas beaucoup, mais je gagnais et je me rappelle de payer le premier repas à mes parents. Avec, je dis, vas-y, je paye. Ça m'a coûté un bras. J'étais pas bien, mais j'ai payé juste pour le faire plaisir. Tu devais être content quand même. Ouais, de dire, regardez, vous savez laisser un enfant, maintenant, vous savez, un jeune homme un peu près mature qui vous paye l'addition. Et j'ai trouvé ça. Et du coup, c'était le changement total, ouais. Parce que quand tu retournes en Colombie, tu vois, j'ai voyé tout, la cuisine, tout, d'une manière différente. T'avais du coup un œil de pro, on va dire, de cuisinier. Un œil de pro, mais surtout un œil de... Putain, la chance qu'on a en Colombie d'avoir autant de produits qu'on utilise mal à l'époque, je me rappelle. Là maintenant, la cuisine colombienne, elle prend une force. Et ils se sont rendus compte que notre force, c'est nos produits et qu'il faut les mettre en avant. Et il faut mettre en avant, pas qu'on fait de la cuisine française, italienne. On est colombien, on est d'où on a les produits qu'on a. Et c'est ça qui est bon. Genre, les gens, ils vont pas en Colombie pour manger des kebabs ou des burgers ou des pizzas. Non, ils sont là pour manger les trucs qui mangent les gens du commun. Et du coup, à l'époque là, j'avais dit, putain, c'est dommage. Nous, on pense que la cuisine française, machin. Du coup, j'avais un petit truc de dire, putain, moi, je suis parti de l'autre côté du monde pour me rendre compte que j'avais la chance d'avoir des produits en Colombie. Du coup, j'étais un peu entre les deux. Ça a vite passé quand je suis retourné en France et j'ai commencé à retravailler en cuisine. Mais je me rendais compte à cette époque-là que j'avais pas la même vision ou le même rapport par rapport à la bouffe colombienne. J'appréciais beaucoup plus. Alors qu'avant, j'appréciais plus la cuisine française que la colombienne parce que je la voyais tous les jours. Tu vois. Oui. Et là, j'ai eu ce rapport et du coup, j'étais un peu mitigé. Je me dis, j'ai le cul entre deux chaises, comme on dit. Parce que j'adore la cuisine française. C'est vraiment partie de moi. J'ai grandi avec ça. Mais la colombienne, je me suis rendu compte, je connais pas autant de la cuisine colombienne. Et c'est ma mère qui m'a dit, tiens, prends un livre. J'ai un carnet de cuisine comme ça, des cuisines typiques colombiennes. Je l'ai encore à la maison. Je me suis dit, punaise, la chance qu'on a d'avoir cette double culture de... Ouais. Je suis pas de là-bas, mais je suis pas non plus d'ici. Du coup, du coup, tu as la double culture, c'est une force quand tu cuisines. C'est une force, ouais. Je trouve que c'est plus une force que des fois tu es déboussolé, mais c'est une force.
Et du coup, alors, t'es là-bas, tu es en train de te dire, après les 3 mois que tu vas rentrer en France, t'as un job, tu sais déjà, ou qu'est-ce que tu veux faire? Comme la première comme il y a fois. 3 ans, tu Comme il y fais, a ok, 3 j'y ans, retourne. J'y retourne, j'avais pas de travail. Après, je suis retourné. Je suis retourné même retravailler au Joséphine chez Dumoulin. Ok. Parce qu'il y a eu un souci et du coup j'ai repris. Tu fais des extras ou des trucs comme ça? Au début je faisais des extras, après ils ont changé de chef et le chef m'a dit je te prends en tant que second. Moi j'avais 23, 22 ans, j'ai dit vas-y, tu me donnes l'opportunité, je te la prends. Et j'ai passé 1 an et demi, 1 an et 7 ans avec eux. Après j'ai tourné un peu dans des bistrots, j'ai fait le Cébra. Et après je suis parti au gastro. Donc le gastro, là, c'est tu nous racontes quand tu es débauché à Lyon, c'est ça? Ouais, quand j'étais débauché à Lyon. Belle expérience. En vrai, je dis aux jeunes, faites de la folie de partir n'importe où faire du gastro. Au pire, ça marche, c'est cool. Au pire, ça marche pas, bah tu Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans le gastro, alors? C'est quoi le monde entre un bistrot très traditionnel, on va dire, comme Dumonet, et puis le gastro? C'est quoi le gap entre les… Je pense que c'est le sens du détail vraiment, mais à un point que tu dis, mais genre, ils vont manger. Tu sais, quand ils te font les pousses au bistrot, tu mets oui. des grosses pousses. Là, c'est vraiment la microfeuille, machin. Je me rappelle, mais. Ils vont la Avec la manger. pince, et puis tu Ouais, vas faire ça avec la assiette par pince. assiette. Il faut 2 personnes pour dresser une assiette. Dans le bistrot, tu dresses toi-même ton assiette. Et tout est pesé, tout est millimétré, tout est vraiment tout est quadrillé. Franchement, tu peux pas sortir du cadre. Oh là, t'as pas dû… T'as aimé d'être trop cadré comme ça? Au début, ouais. Ouais. Bah, c'est bizarre, mais au début, ouais. Parce que la cuisine, c'est aussi une rigueur. Et je disais, au gastro, tu as la rigueur, c'est les plus forts. Alors que quand tu te rends compte, tu as des gens très, très forts et qui font pas du gastro forcément. Et moi, à l'époque, j'étais concentré, je veux faire du gastro. Et je me rappelle, je me suis pris des coups partout. Je me rappelle les 2 premières semaines, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu, moi, de venir ici au gastro? Moi et mon ego, qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, j'ai commencé chef de partie poisson. Je savais lever les poissons, heureusement, machin, mais quand tu vois la liste de mise en place, tu as 3 trucs à faire au gastro. C'est pas 3 petits trucs à faire, hein, c'est du taf que tu as. Je me rappelle, on faisait des macros fumés. Du coup, il fallait lever les macros, bien les saler. Tu lèves les macros, t'as tes filets. Tu as tes filets, tu les désarrêtais, tu les salais, tu les rinçais, tu les faisais sécher. Après, je les faisais sécher, je faisais des petits trous, je les faisais pendre dans le frigo. Après, il fallait les fumer. 4 heures après. Comment vous aviez quoi comme je t'avais un petit placard à fumoir? Comment c'était du coup? Oh, à la sauvage, un bac gastro, tu mettais tes foins et tu mettais un couvert par-dessus. Ah ouais. Plusieurs fois, j'ai failli foutre le feu dans le gastro au château, ils m'ont engueulé. Et je me rappelle ça, et du coup, tu dis, bah, c'est juste faire des macros. Mais quand tu dois faire le macro, que le petit détail, qu'on levait la petite peau du macro, c'est la petite peau gélatineuse avec le vinaigre que tu dois l'enlever, bah, tu rajoutes des étapes. Ton macro, tu peux lever tous les macros du monde que tu veux, mais le petit détail, que tout soit carré, machin, tu perds du temps. Tu perds du temps. Le truc où tu te dis il faut 30 minutes, en fait, il te faut 30 heures. Ouais, c'est un truc comme ça. Et je me rappelle faire les gestes, parce qu'à l'époque, on faisait des petits ballotines de saumon fumé, et il fallait faire vraiment le tronçon vraiment bien régulier, bien rond, pour que quand tu le roules, il reste vraiment rond et comme ça. Je me rappelle, tu passais des heures pour que tout soit pesé. Du coup, je pesais tous les morceaux. Après, je faisais les centailles. Après, tu les roulais tous. Au début, tu perds un temps, mais fou. Tu te dis, mais c'est astronomique. Et après, avec l'habitude, tu vas de plus en plus vite. Du coup, j'ai commencé à faire poisson. Après, j'ai fait saucier et viande. Je prenais les 3 postes, moi, tout seul. Bon, après, ça payait la facture. Je suis à moitié fou, moi. Je dis, je sais, la fatigue, c'est dans la tête. Il faut y aller. J'avais un chef, il me répétait ça. Ça me vénère. Mais j'ai beaucoup pensé à lui à ce moment-là. La fatigue est dans la tête et j'y allais. Fonce. Mais après, c'est ça, t'as pas ce côté humain. C'est ça qui m'a un peu dégoûté du gastro, c'est chacun pour soi. T'as pas un sens d'équipe, de famille.
Après, peut-être dans d'autres gastros, c'est différent. Mais là où j'étais, j'ai pas senti ça. C'est vraiment chacun pour soi. Et si je peux voler ton poste en te faisant une connerie, je ferai ton poste. Et ça, toi, par rapport à ce que tu as envie, c'est pas ce que tu voulais? C'est pas ce que je voulais. Genre, déjà, moi, rentrer dans une cuisine où il y a le silence absolu, on peut pas faire un bruit. Mais c'est ça que tu disais, donc tu es arrivé avec ton enceinte? Ouais, moi, je suis arrivé avec mon enceinte. Moi, avant, on va mettre la musique, du reggaeton, le machin, pour faire la mise en place. Tout le monde m'a regardé, mais tu te prends pour qui? Tu fais quoi? Je dis, bah non, bah la musique, mise en place. Bon, au pire, moi, j'avais l'habitude de l'arrêter pendant le service. Où j'ai fait des services où il y avait la musique, j'avais l'habitude. Et les gens, ils m'ont dit, mais non, on est dans une étoile Michelin, il faut respecter, machin, les gens, ils payent. Bon, ok, bah, je mets pas de musique. Mais du coup, dans ma tête, je disais, mais il n'y a pas un bruit, tu dois être silencieux, tu dois être propre, tu dois être... Tu donnes une image fausse, un peu, de la cuisine. Parce qu'on va pas se mentir, les cuisines, dans tous les palaces, il y a des fois où c'est un peu sale, machin, donc, comme dans toute cuisine. Mais on donne l'image que, comme au gastro, comme au bistrot, comme dans toute cuisine, tout est nickel propre. Tu peux gratter un petit peu dans n'importe quelle cuisine. Il y a tout le temps un truc qui est un peu limite. Mais c'est pas pour autant que tu as un mauvais cuisinier, que ta cuisine est dégueulasse et que tu fais de la mauvaise cuisine. C'est un ensemble de tout. Et moi, j'aimais pas ce silence. Tu pouvais pas ça parler. manquait de vie. Ouais, ça manquait de vie. Et moi, tout le temps, peser, faire la même chose tous les jours. Au bout d'un moment, tu dis, mais je suis une machine en fait. Alors, le poisson tout le temps comme ça. Alors que la purée comme ça. Que ça, il faut... Au bout d'un moment, je me disais, mais j'apprends rien en fait. J'ai appris jusqu'à certains moments. Et là, on fait quoi? Parce que il n'y a pas un moment où tu as envie de... Bon, on passe à autre chose, on les gars. passe à autre chose. Et non, on passe pas à autre chose. On passe pas à autre chose. Et du coup, en plus, on travaillait comme des malades. Et je me rappelle, un jour, il y a un de mes meilleurs amis qui habitait à Lyon. Je restais le week-end chez lui à Lyon. Parce que ça, en plus, c'était la saison. Du coup, on était assis dans une chambre et tout ça. Ça fatigue aussi. Mentalement, Ouais. t'as pas ton intimité, t'es pas tranquille. J'allais dire, tes 15 mètres carrés, ils te manquent. Ouais, tes 15 mètres carrés, ils manquent très vite. Et du coup, un jour, mon pote, il m'a dit, mais t'es un zombie. Genre, t'es pâle, tu passes tes week-ends à dormir et tout. Je dis, bah oui, machin, c'est parce que la fierté du gastro, machin. Et un jour, je me suis vu en cuisine, tout le monde qui bossait, sans silence, je dis, je fais quoi là? Je kiffe pas ça en fait. Mais j'ai goûté, comme je dis à tout le monde, il faut goûter pour dire qu'on n'aime pas. Bah oui. Moi, ça m'a pas plu. Pas. Ça me correspond pas. Il y a des gens que ça correspond. Le côté très carré, militaire, tout au millimètre, tout à la règle. Moi, j'aime pas ça. Moi, on va pas faire une œuvre d'art. Hein. Je suis désolé. On fait une œuvre d'art, il va la manger. Une heure plus tard, il va aux toilettes. Hein. Ton œuvre d'art, c'est aussi éphémère que n'importe quoi. J'allais dire un truc, mais non, j'ai pas pu. J'allais dire non. Ouais, je pense qu'on a pensé la même chose. Ouais. Et du coup, je lui dis, à quoi ça sert de passer des heures à faire un truc beau? C'est bon. Ouais, mais c'est bon et des fois, tu es chargé de produits chimiques, de machin, pour qu'ils soient vraiment verts, que le point tienne vraiment au milieu, que tu as l'alginate, que le truc. J'ai trouvé ça... Et tu t'éloignes du produit aussi, quelque part, non? Tu t'éloignes beaucoup du produit et c'est ça qui... Je sais, mais à la fin, tu manges un peu de tout et de rien, en fait. Tu sais, tu prends les fans des carottes, mais tu gardes juste un bout, l'autre bout, tu ne l'utilises pas. Je dis, mais c'est une carotte. Qu'est-ce que ça change que tu as le joli bout et le moche bout? C'est une carotte, ça a le même goût. Et du coup, je sentais que je perdais cette magie de la cuisine. Hein. Un peu de... La cuisine, c'est pas parfait. La cuisine, c'est du partage. Ce que j'ai tout le temps dit et ce que mon grand-père, ma mère et tout le monde, c'est du partage, c'est passer un bon moment. Moi, de me prendre la tête et de passer des heures... Trop cérébral. Ouais, trop. Et du coup, on fait une déconstruction de machin. Ouais, mais des fois, ils déconstruisent tellement un produit que tu sais même pas qu'est-ce que tu manges et c'est pas bon. Et c'est tellement joli, ça je dis pas, hein, au gastro, tu as des trucs magnifiques, mais est-ce que le goût est là? Ouais, parfois la technique est plus importante Pourtant que le goût. Que le goût, et au final tu dis ok d'accord, c'est très beau, c'est très technique, mais au final je peux pas de plaisir quoi. Ouais, voilà. Je comprends. C'est pas gourmand quoi. Ouais, c'est pas gourmand. T'as besoin de gourmandise. Ouais, moi j'ai besoin de gourmandise, que ça chante, que si le morceau est un peu moche, c'est pas grave, c'est un morceau de viande, c'est un rumsteak, c'est un rumsteak. Si c'est un peu comme ça
C'est un roof steak. Il est bien cuit, il est bien assaisonné, il a du goût. Ça vient de mon fournisseur d'à côté, machin, qui me fait GR16 maturé 40 jours. Putain, c'est un truc qui te parle et que tu dis, même s'il est moche, il est bon. Ouais. Moi, ça ne m'intéresse pas si c'est beau, c'est plutôt ce que c'est bon. Moi, c'est le goût. On a fait la cuisine pour le goût, pas pour que ce soit beau et Instagram et machin. Moi, quand j'ai fait la cuisine, déjà, même maintenant, je m'en fous d'Instagram. Je suis désolé, mais moi, Instagram, j'ai du mal. Instagram, si tu nous écoutes. Si tu m'écoutes, et madame qui utilise beaucoup Instagram, mais je suis désolé, mais moi, je ne suis pas Instagram parce que je trouve que la cuisine, c'est un truc éphémère. Même les plats, des fois je prends des photos des jolis plats. Mais alors je vais défendre Instagram. Tu nous as dit aussi que la cuisine c'était du partage. Et là, ça te permet aussi de partager. De partager, tu je suis d'accord. C'est pas que mauvais. Ouais, c'est pas que mauvais, je suis d'accord, j'avoue mon temps. Mais moi dans mon truc, je disais, mais moi c'est faire plaisir aux clients. À la rigueur, si c'est pas très beau, mais que tu te régales, tu dis putain c'était très bon. Oui. Moi je rentre tranquille à la maison. En vrai. Passer un bon service que les clients sont avec le sourire, qui te disent merci beaucoup chef, c'était formidable. Mais il ne faut pas plus. Hein. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu fais alors tu balances ta dème, tu cherches avant ailleurs. Comment tu t'es mis dans le… J'ai balancé ma dème. Tiens, je vais bouger. Ouais, j'ai balancé ma dème. Avant d'avoir trouvé ailleurs. Ouais. Ah ouais. J'étais tout le temps un fou. Je me suis fait engueuler plusieurs fois pour faire des conneries pareilles. Quand tu grandis, tu te rends compte… Et maintenant, avec le recul, tu te dis que c'était une bêtise ou pas? Qu'il vaut mieux quand même trouver un autre job avant de partir ou… Non. En vrai, j'ai dit, la vie est trop courte. Est trop courte. Écoute, on va trouver une solution. Okay. Ça, c'est un truc qu'on dit en Colombie, on est chaos palante. On est vers l'avant. S'il y a une merde, on va trouver un autre truc, un échappatoire, une fenêtre. On va trouver un truc. Je me rappelle, je suis parti du gastro et je dis au mec, écoute, moi, j'en peux plus de ça. Je te forme la prochaine personne pour qu'il prenne mon poste et je me casse. Il me dit, ok, machin. Après, ils n'ont pas voulu que je parte. Ils m'ont dit, ouais, ta lettre de DEM, on l'a perdue, machin. Moi, j'avais dessiné tout ça. J'ai dit, écoutez, moi, je pars maintenant, en fait. Prenez pour un idiot. Moi, je pars maintenant. C'était un samedi ou un dimanche matin à 8h du matin. J'ai dit au chef, je me casse maintenant. Vous me prenez pour un idiot, moi, je me casse maintenant. Il me dit, non, tu peux pas le faire. Je lui dis, oui, je prends mes couteaux et je me casse. Je me suis fait insulter de tous les noms, mais traité de sous-merde. Je me rappelle. Ah, mais j'avais les messages, ils m'écrivaient tous les jours pour me dire tu m'as laissé dans la merde, machin, tu vas jamais réussir. Ok, il n'y a pas de souci. Quitte Lyon, je me prends, je pense un mois où je suis dégoûté de la cuisine. Vraiment à ce point. T'as plus envie, tu veux plus entendre parler. Je dis, vas-y, je fais extra. Je fais 2-3 mois d'extra et je dis, ça me plaît plus. Moi, j'ai besoin d'avoir mon équipe, de pouvoir. Parce que tu comptes extra, tu te trouves dans des cuisines. En fait, tu vas de cuisine en cuisine. De cuisine en cuisine, tu fais un peu tout et n'importe quoi. Tu vois des trucs qui sont dégueulasses que toi tu trouves que c'est pas normal et tu essayes de dire, on te dit, bah ferme-la, t'es extra, fais ton taf. Du coup, j'ai pas aimé ça. Du coup, j'ai dit, bon, on va trouver du travail. Et je suis tombé chez Manco. Je me rappelle, Manco, avenue Montaigne, encore c'était avant, quand c'était Gaston Acurio qui signait la carte. Je suis tombé là-bas et c'est Lucine, hein, Manco. Moi, je faisais 100 couverts. Là, c'était plutôt 500-700 couverts par jour. Hein. Ah ouais, c'est Lucine, ouais. Ah ouais, donc par quoi? En 2 services? 500, 700? Ouais, par service. 300 ouais, par service? Ouais, des fois, les samedis, ça montait très haut. Il y avait quoi? Il y avait 2-3 services ou quoi par soir? Comment vous faisiez? Putain, mais la salle, c'était un terrain de foot? La salle, c'est un terrain de foot déjà, et tu as au moins 25 personnes en cuisine. Ah ouais. Brigade du matin, brigade du soir. En fait, quand moi j'étais chef de partie à l'époque, moi je checkais mes trucs et je lançais des listes. Alors il faut me couper des tomates, des machins. Moi je faisais que de l'assemblage et le service. Mais c'était Lucine, je me rappelle, j'étais au wok. J'ai adoré le wok. Pire et meilleure expérience au monde parce que c'était les 2 wok. Je me rappelle à Manco, il y avait les 2 wok et le Josper à côté. Alors celui de Josper, c'était un Espagnol qui s'appelle Alberto, on était très proches. Et moi au wok. Mais on pleurait en sueur. Moi j'avais 6 feux et la friteuse, les 2 wok et le Josper à côté de moi. Il faisait 4000 degrés. Il faisait 4000 degrés. Et là tu voyais en plein service, mais les guirlandes, je me rappelais vers 23h.
Donc ça veut dire qu'à 23h, il y avait 40 nouvelles tables qui Ouais. arrivaient. Et à 23h30, on fermait la cuisine. Du coup, les serveurs, ils se dépêchaient pour tout nous envoyer à 23h. Ah putain, et là, tu avais 30 minutes, enfin une Ah heure ouais. pour tout sortir, quoi. Ouais, et là, je me rappelle, tu balançais des trucs, tu savais même pas si c'était la bonne table ou la mauvaise table, tu balançais. Au bout d'un moment, tu dis, vas-y, au pire, ça part à une table, à une autre table, et je balançais. Et j'ai fait ça, j'ai dit, bon, c'est Lucine, c'est pas ce qu'on m'avait vendu de base, mais bon, écoute, j'apprends à faire le wok, il faut regarder le bon côté. Covid. Ça m'a sauvé le Covid en vrai. Je voulais lâcher Manco à une époque, je dis, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce qu'on m'a vendu. Mais bon, écoute, Covid. Ciao, Ciao, on arrête. Et j'ai eu mon ami Santiago, Oui. à l'époque, j'étais toujours chef de partie, qui m'a dit, je fais l'ouverture d'un hôtel. J'ai dit, ok, bah, il aura besoin d'un chef de partie, machin, j'y vais le voir et tout. Il m'a dit, mais t'as pas compris, je te prends comme junior sous-chef, je me rappelle, pour l'ouverture de l'hôtel Maison-Mère. Voilà. J'ai dit, vas-y. C'est la première fois que j'ai pleuré de ma vie. J'ai dit, putain, je suis arrivé à être sous-chef à mes 24 ou 25 ans. Tu l'avais rencontré où, Santiago? Bah, on était ensemble au lycée français. Ah oui. Et on s'avait croisés en soirée de lycéens qui sont à Bogota. Mais on n'a jamais bossé ensemble. Mais Ça veut dire que vous êtes croisés à Bogota et en fait, Ouais. vous êtes connus à Paris. Non, on se connaissait un peu, Bon, ok. mais il était deux ou trois générations plus grandes que moi. Du coup, c'était les grands et machin. Mais on se connaissait, et on savait, on n'était pas de inconnus non plus. Et je me rappelle, il m'a appelé pour le projet de Maison-Mère. Il m'a dit, voici, je te prends, junior sous-chef, machin, on a tout à monter. Moi, j'avais manqué l'autre jour, je lui ai dit, bon, je me rappelle le chef excès, il s'appelle Ruben. Je lui ai dit, Ruben, bon, j'arrête moi, je pars, c'est fini manco pour moi, je pars. Et j'ai commencé Maison-Mère avec Santiago, mais une magnifique aventure. On s'est régalé dans cet hôtel. On a eu des hauts, des bas, mais qu'est-ce qu'on s'est régalé. C'est vraiment la première personne qui m'a ouvert les portes à me rendre vraiment quelqu'un professionnel. Je me dis, quand tu es chef de partie, tu ne connais pas une fiche technique, tu ne connais pas les food costs, tu passes les commandes, mais à une petite échelle. Du coup, quand il m'a dit, viens. Là, il t'a tout montré? Il m'a tout appris. Hein. Franchement, il m'a pris sur son aile, il m'a dit, écoute, Je te montre. je te montre. Je te montre. Et après, il m'a dit, bah, tu gères la cuisine. Bah, après, à longueur de temps, il me laissait plus de place dans la cuisine jusqu'au moment où lui il rentrait et il me disait, tiens, ça c'est la nouvelle carte, on fait ça. Ok, moi je te lance où. Lui, après, il est parti et moi j'ai resté quelques mois après pour prendre le poste de chef à l'époque. J'étais pas prêt. Ouais. Tu sentais qu'il y avait encore un gap entre. J'avais un gap et quand tu te retrouves chef d'un hôtel où tu dois t'occuper petit déj ouvert 7 sur 7, je dormais pas. Ça m'a cramé. J'ai dit, je suis pas prêt. Tu t'en es rendu compte? Ouais. Ouais. J'ai dit, il faut pas courir non plus. J'ai trop couru. Là, je pense que cette course, je ne vais pas la gagner, ou si je la gagne de quelle manière. Du coup, j'ai dit, c'est bon. C'est marrant quand tu me racontes ça parce que. Comment t'expliquer? J'ai l'impression, là, dans ce que tu me dis, que quand tu maîtrises pas, etc. Enfin, je dis tu, mais c'est pour manière générale. Tu cours partout. A contrario, tu me disais que comment dirais-je, celui qui avait plein d'expérience ou celle qui a plein d'expérience, court jamais en fait. Il sait quoi faire, tout est en place, tout est truc. Elle est là la différence entre t'éparpiller. Ouais, c'est ça. Parce que t'as pas d'expérience, t'as pas les moyens, tu sais pas comment t'organiser, tu cours partout. J'imagine que tu sais pas gérer les priorités non plus. Non, aller dans pas du tout. Faire les plannings, les machins. Planning, ah oui, le planning de la semaine prochaine, c'est vendredi à minuit. Du coup, tu passes jusqu'à 2h du matin à faire tes plannings. Les commandes, tu les fais à l'arrache parce que tu as oublié, machin. Les testings de la nouvelle. Tu lances tout à la bourre, tu organises très mal ta brigade, tu fais que des conneries. En vrai, c'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre. Hein. Ouais. Mais j'ai beaucoup appris. Mais j'ai dit, je suis pas prêt. Non, on va arrêter de jouer le héros. On va arrêter. Du coup, je suis parti en Colombie aussi après beaucoup d'années aussi. Je pense que ça me manquait aussi de retourner en Colombie. Ouais. Et je retourne sur Paris. Et ça, c'est quand alors 21, 22 C'est quand qui s'est fait. Ouais, 2023, ouais. 2023. 2023, je retourne en Colombie, me fais une petite pause d'un mois.
dire bon, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne sur Paris. Toujours pareil, pas de boulot. Hein. On m'avait promis à l'ouverture d'un autre. Troisième. Ouais. Mathéo rentre à Paris sans boulot, troisième. Ah, ouais, je pense que l'année dernière, c'est la première fois où je rentre, j'ai un taf. Mais du coup, je rentre. Non, j'avais un taf pour une ouverture d'un autre hôtel dans le 17e. Bon, ils me font retarder le truc. Je le sens à moitié. Je dis, j'ai tellement attendu. Bon, on va voir le projet. Mais Il n'y avait pas de projet? le projet, c'était à l'envers. Hein. J'étais sous-chef, mes chefs. Du coup, je prenais des décisions, mais pas des décisions parce qu'il y avait le chef. Du coup, un matin, je faisais un truc, à l'autre matin, c'était à l'envers. C'était une ouverture, on m'a mis... on a lancé le projet. Et ce que j'ai bien aimé avec Santiago, quand on a fait l'ouverture de Maison Mère, j'étais tout au long du projet. C'est-à-dire, on crée la cuisine ensemble, machin, tous les plats. Là, t'as les recettes, il faut faire ça, on y va. T'es un peu déboussolé, tu comprends à moitié le projet. Le chef, une fois, il m'a sorti, je me rappelle, il est arrivé en retard. C'était 10h30 du matin, il m'a dit « Ouais, t'as lancé le menu du jour ?» Je lui ai dit « Mais tu m'as jamais parlé du menu du jour, moi. C'est 10h30 du matin, tu veux lancer quoi ?»« Ah non, mais moi, j'avais pensé de faire ça, je pensais que t'avais pensé. » Ok, du coup, moi, si on va faire des volailles, je fais un menu du jour. En 1 heure, c'est faisable. Ah non, moi, je veux des palerons de bœuf. Je lui ai dit, en 1 heure, congelé. J'ai dit, bonne chance. On s'en part demain, parce que là, j'avais pas de feeling avec le chef de l'époque. Je dis, avant que je finisse par lui mettre une vraie droite, je pars. Parce que, c'est important de travailler dans une bonne ambiance, j'imagine, de toute façon, d'être... Je pense que c'est la force d'une équipe, la bonne ambiance. Ça se sent indirectement, directement dans ton assiette. Je pense que c'est la base. Ouais, t'es pas le premier à me dire ça, que ça se ressent. Ça se ressent. Quand t'es bien dans ta tête, bien dans tes baskets, et quand tu cuisines quelque chose qui te plaît, quoi. Ouais, si t'es angoissé, de mauvaise humeur, tu vas tout cramer, ça va pas être bon, ça va pas marcher, ça va pas te plaire. T'as qu'une envie, c'est prendre ton assiette et le balancer par la poubelle. Alors que t'as ton équipe, t'as la synergie, tout le monde est d'accord, tout le monde est joyeux, on va faire la nouvelle truc, machin, les nouvelles cartes, machin, les nouveaux produits, t'es comme ça. Généralement, tu réussis à avoir même si le résultat, c'est pas exactement ce que tu voulais, mais t'es content de ce que t'as fait. Et ça se sent quand tu le goûtes, tu dis, c'est bon ça. C'est pas cramé, c'est pas beaucoup de sel. Et c'est un truc... l'équilibre et tout. L'équilibre. Et je pense que quand t'es énervé, cuisine. Moi, quand je suis énervé, je cuisine. Vraiment, ou vexé, je cuisine. Ça me détend. Je dis, je me prends 1 heure pour moi à cuisiner, même si c'est un œuf plat. Hein, mais 1 heure pour un œuf au plat, chef, c'est beaucoup quand même. Ils vont me tuer, mais l'œuf plat Non, mais je veux dire, c'est une manière de dire. Mais bien sûr. te prendre le temps pour te faire manger tranquillement. Sans juste tu penses poser. Pas. Tu penses pas au problème, tu penses, je fais mon plat. Et quand tu as une mauvaise ambiance en cuisine, ça se sent, tu as la boule au ventre, tu n'as pas envie, tu fais tout à l'arrache. Parce qu'on est tous pareils, hein. Que ce soit du chef ou sous-chef, quand tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Même quand tu es chef, tu dois faire la tête de j'ai envie, même si tu n'as pas envie, tu dois porter ton équipe tout le temps. Et toi, dans ces cas-là, tu veux pas, tu veux pas faire semblant, quoi. Tu dis, ok, moi, je préfère me barrer. Je lui dis, écoute, je vais être sincère avec toi, j'aime pas travailler avec toi. Il n'y a pas de feeling entre nous, je vais pas le chercher. Ça va mal finir entre nous deux. Je préfère te dire, tiens ma lettre de DEM, et moi je pars. Le mec il m'a dit, ok, tu me fais 1 semaine et tu pars. Je dis, ok, moi je fais 1 semaine et je pars. Tout le temps été transparent avec les gens. Ce que j'ai dit, moi je parle avec les yeux. Hein. Du coup, moi j'ai pas besoin de te dire. Tu me vois si je suis énervé de mauvaise humeur. Et quand t'as pas envie vraiment, mais je me rappelle, je voyais les chiffres, on faisait 0 couvert en plus parce que ça n'a jamais décollé le restaurant. Je sais, mais je viens pour faire quoi? Genre, j'avais envie de... Vous savez quoi les gars, vous me lancez ça, moi je vais boire un café à côté, je suis tranquille. Je suis au bar. Je me barre, je m'en fous en vrai. Je me dis si c'est bon, je m'en fous, si c'est pas bon, je m'en fous. Et c'est pas ça que tu voulais faire? Et c'est pas ce que je voulais. C'est quand j'ai eu ce sentiment, j'ai dit, pars. Écoute, tu as commencé 1 fois, tu peux recommencer une 3e, une 4e. Du coup, je suis parti et je suis tombé au restaurant Laïa après, avec Tania, où on a fait notre super duo.
et qui m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi, au travail, au plaisir d'aller au restaurant avec la pêche, j'ai envie tu sais, tu arrives. Et t'as envie de créer, du coup, t'as envie de cuisiner? Comment ça se... Avec une envie de créer, de démontrer, de crier je sais faire. Mais ouais, c'est pas un démon parce que t'as jamais un démon, mais c'est une petite voix qui te dit vas-y, essaye ça, tu peux le faire, essaye, et qui te pousse à bon, vas-y, on va tenter ça, si ça marche pas, je m'en fous, au moins j'ai tenté. Et t'as une petite voix au fur et à mesure qui te dit vas-y, ça peut marcher, vas-y, lance-toi, vas-y. Et petit à petit, tu prends plus de place dans la cuisine. Et... Ça veut dire que tu commences là, à ce moment-là, à créer tes propres plats? Ouais. Et alors, comment tu les imagines, ces plats-là que tu crées alors? Cuisine, plutôt tu mixes justement tes deux... Au début, je dirais c'est une cuisine plutôt française, tradi, avec quelques touches vite fait. On va mettre des jalapenos sur le côté latino-américain. Il n'y a pas de fil ou de lien. C'est décousu. Ouais, c'est décousu. Tu bricoles un peu avec les trucs que tu as, sans pas trop. Tu oses de ta manière, dans ta manière, tu dis c'est un plat de fou, mais après tu te rends compte, en fait j'ai collé un plat de ça. C'est un peu du revu, c'est un peu classique, mais bon, ça marche. Bon, c'est déjà ça. Ouais. Mais c'est pas encore Non, c'est pas encore. T'es pas encore, comment dire, dans ta quête, c'est pas encore le produit, enfin le plat que tu voudrais faire. Non, c'est pas un truc que je dis, je suis fier de montrer ça, ou un plat que je pourrais faire partout. L'unique truc que j'étais fier de faire ou de montrer, c'était les ceviches parce que j'adore ça. Et j'en ai fait ça depuis très petit. Et quand j'étais à Manco, j'ai eu la masterclass par mes chefs de parti péruviens qui m'ont montré ça. Et j'ai adoré ça. Et alors, comment tu les faisais alors? Comme eux, ils font typique lait de coco, jus de citron, un peu de gingembre, de la citronnelle, beaucoup de coriandre, oignon blanc, ail et un peu de fumée de poisson. C'est le secret. Et des glaçons. Et après, ça, la recette, petite recette est secret. Tu mets des oignons rouges et juste à la fin, tu la mixes genre 1 minute, pas beaucoup, pour pas que ça donne la couleur. Et ça va te donner un peps. Avec le jalapeños, évidemment. Et ça te donne un peps incroyable. Et du coup, ouais, ça, les ceviches, j'ai tout le temps adoré. On a fait tout le temps des ceviches avec Tania aussi. On faisait des ceviches un peu de tout. Bon, après, Tania est partie de là. Moi, je suis resté. Mais je suis resté un peu coincé. Parce qu'ils nous ont imposé chez Laïa les pizzas. Au début, t'aimes bien. Après, tu te rends compte, je suis pas pizzaiolo. C'est pas méchant, c'est un métier. Hein. Mais moi, je suis pas pizzaiolo de base. Les pizzas, tu peux nous... T'es sur quel type de produit du coup? On était sur le vin fait maison en plus. On faisait nous-mêmes le vin. On faisait pure farine française en plus. Et c'était un peu des pizzas un peu plus cool. Du coup, on faisait pas la typique margarita, machin. On essayait de sourcer un peu. On faisait des pizzas un peu sorties du commun. Je me rappelle, on faisait brocoli, chimichurri, saucisse de morteau. Des trucs un peu cool. Ah ouais? Ouais, on faisait et ça fonctionne ça? Ça marchait à l'époque, ouais. À l'époque, je passais des 80 couverts aux pizzas avec un chef de parti parce qu'on se faisait tuer aux pizzas. Ça a très bien marché. Et vous les cuisiez dans quoi du coup? On avait un four à pizza. Ok. Électrique, dernière génération. Et il marchait très bien. Mais... Ouais, mais t'es pas pizzaiolo quoi. Ouais, j'étais pas pizzaiolo et ça prenait plus de place que la carte. Et j'ai dit, vas-y... dès que je trouve une possibilité de partir, je pars. J'aimerais bien, je me rappelle à l'époque, je lui dis, attendez, j'ai envie d'être dans un restaurant où tu as carte libre. Carte blanche. Ouais, c'est aux cartes. C'est du fragnol. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu voulais vraiment là, tu penses que tu étais arrivé à maturité pour faire ta cuisine. Ouais. Même si tu n'es jamais à maturité les premières fois que tu es chef. Tu es un junior chef, tu vas faire des boulettes. J'en en fais maintenant encore. Et je pense que j'en ferai jusqu'à mes fins des temps, mais tu n'es jamais vraiment prêt pour être chef. Tu as trop de trucs que tu vois pas sur le moment et qu'après tu dis « Oh merde, j'ai pas vu ça venir, maintenant il faut trouver une solution », mais bon, tu trouves la solution mal que bien. Des fois ça passe, des fois ça casse, mais tu essayes. Bah oui, bien sûr. Et du coup, ouais, j'ai lancé mes premières cartes. Ici, ouais.
En tant que sans accroche, sans des trucs ici. Et alors, comment tu vois l'évolution de ta carte entre la première et celle de demain, enfin celle qui est maintenant? Comment tu vois le jour et la nuit? Le jour et la nuit. Je pense que quand tu commences à être un junior chef ou un chef, tu as plus de tendance à écouter, à voir et faire plus plaisir que te faire plaisir. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu de... Bon, on va voir qu'est-ce qui plaît et comment je l'adapte à moi. Et de le faire à ma manière pour que ça plaise à tout le monde. Et là, petit à petit, tu te rends compte, en fait, s'ils veulent venir manger ici, c'est ça que leur plaît, ce que je fais. Tu pourras jamais plaire à tout le monde dans le monde de la gastronomie ou dans tout le monde. Bien sûr. Soit tu es aimé, soit tu n'es pas aimé. Ouais. On peut pas. Il y a des gens qui aiment à point, d'autres qui aiment saignant, mais on ne peut pas tous aimer saignant et tout le monde aimer à point. C'est impossible. Bon, déjà, si tu aimes bien cuit, il y a des soucis. Mais... non. Chacun mange ce qu'il veut, comme il veut, et si ça lui fait plaisir, moi, ça me fait plaisir. Mais plus tu avances, plus tu as des galères, plus tu as des trucs, plus tu dis, mais j'ai envie de faire des trucs que moi, ça me fait plaisir. Ouais. Ou des trucs, moi, je dis, ça peut marcher, ça, c'est un truc, par exemple, ici, on a le Big Green Egg. Oui. Moi, j'adore les flammes, j'adore le goût du fumé, j'adore... sentir les légumes grillés. Et c'est un truc que j'aime bien et que je dis, si les gens ils vont là, je suis désolé, moi j'adore ça. Je suis désolé si vous n'aimez pas le grillé, mais moi je fais des légumes grillés. C'est bistronomie français, mais je fais mes légumes grillés. Je suis franco-colombien et j'assume comme total et je vous fais une cuisine qui n'est pas 100% française, mais c'est pas 100% latino-méditerranéenne. Ça veut dire que tes légumes grillés, tu les fais pré-cuire avant ou tu les cuis directement tout grillés? Ça dépend. Ça dépend de mon envie. Il y a des légumes que je pré-cuis certains, mais si j'ai envie, des fois je fais des cébettes directement sur le big, comme ça, un peu d'huile d'olive, sel, et je les balance comme ça sur le big, et des fois je balance un peu d'huile avec un peu de vin blanc sur le feu pour que ça fasse un peu fumer. Ouais, la flamme, ça fait un peu de chaud, mais ça donne surtout du goût. Et moi, c'est un truc que j'aime, c'est le feu. Le feu, les flammes. Et du coup, j'ai dit, voici, je vais aussi une carte où ça tourne un peu autour de la flamme, où tu as les goûts fumés, ou un truc qui est passé au barbecue, parce que c'est un point central de ce restaurant, je trouve. Et que petit à petit, quand je suis arrivé, j'ai exploité très peu, pour pas dire pas beaucoup. Et là, je sens que je commence à mieux exploiter. Combien de temps une année il t'a fallu presque? Ouais, une année, ouais. Pour commencer à avoir tes marques. Ouais, une année pour une année très dure, une année d'apprentissage très dure, oui. Parce que tu en baves, hein. Tu en baves comme tous les chefs, hein, comme tout le monde a en bavé. Hein. Bien sûr. Et tu te rends compte de... Comment tu fais quand tu es jeune chef pour construire ton équipe, bâtir ton équipe, monter ton équipe, comment tu fais? Ça passe par beaucoup de choses. Je pense déjà tu vas perdre ta première équipe. Ça m'est arrivé. Coup dur. Tu penses que tu sais manager, mais tu sais pas du tout. Tu penses que c'est pas en arrivant tôt le matin, en dire machin, tu me fais ça. Non, en fait, tu dois gérer les stress des gens, leur manière de parler, de comment les manager. Tu dois découvrir un peu les personnes, de voir comment les gérer, comment dire les choses pour certains. Tu veux dire que c'est aussi de la psychologie, ton travail? Ouais, c'est un peu psychologique, c'est cas par cas. Tu peux pas tout le temps crier, balancer une carotte et dire bon, vous me faites tout ça, machin comme ça. Et surtout faire confiance, c'est important. Je pense que quand tu es jeune chef, tu as tendance à vouloir tout faire. Mais genre du petit détail au gros détail. Genre, j'exagère, mais que la brûloire soit bien faite, tu dis autant je la fais moi-même, au moins c'est fait. Mais il faut aussi, tu peux pas être partout. Tu peux pas faire l'administratif, tu peux pas faire les créations des cartes, que les fournisseurs, que les commandes, que tes food costs. T'es un peu débordé. Hein. Donc un bon chef, ça doit savoir déléguer, quoi. Ouais, ce conseil, c'est savoir déléguer. C'est pas évident, hein. J'apprends toujours. Hein. Il y a des trucs que je délègue pas, genre les terrines, j'ai du mal à les déléguer. Hein. Mais parce que c'est un peu un plaisir, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi ton kiff. C'est aussi mon kiff. Mais c'est déléguer et dire, voici, je te donne ma confiance pour que tu fasses et que ce soit fait comme moi j'aime, c'est très compliqué.
Et des fois, tu as des malentendus. Et moi, ça m'a valu la première équipe et j'ai tout perdu. Hein. Je pense qu'il est resté. Ouais, j'ai tout perdu, ma première équipe. Et oui, c'est dur. C'est honteux. Des fois, tout le monde dit c'est honteux. Mais non, en fait, tu as fait la boulette, tu apprends. Tu es tombé. Je me suis retrouvé à l'ouverture en septembre. Je me suis retrouvé avec 2 personnes. Une personne que je venais de recruter et 2 extras. Avec madame qui m'aidait aussi, parce que j'ai eu son support, heureusement qu'elle est là pour m'aider aussi. Mais tu perds tout, tu te dis, tu es déboussolé. Hein. Tu dis que tu sais manager, tu sais pas manager. Tu sais pas manager. Ça s'apprend pas dans les métiers, Ça enfin dans les cours. Les stress, la fatigue, tu pètes les plombs des fois, parce que oui, parce que non. Et tu vois ton équipe qui te regarde. C'est ça le plus dur, parce que toi, tu dois toujours être du même niveau, quoi. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas péter les plombs. C'est un truc qu'on m'a tout le temps dit. Tu peux pas péter les plombs. Tu peux pas péter les plombs. Et des fois, tu as envie de prendre vraiment tout. Et tout péter. Tout péter. Mais vraiment tout péter. Que ce soit ton équipe, toi, tout. Tu as envie de tout péter. Et tu es là. Non, mais c'est pas grave, ouais. C'est nickel. Et c'est nickel. Et tu peux pas. Et tu as envie de ça doit créer. être dur, ça aussi, à prendre le coup, quoi, ouais. à t'y faire. Ouais, ça fait beaucoup de nuits blanches à te dire comment j'aurais pu réagir différemment. Et c'est généralement après que tu as fait la connerie que tu dis « Ah putain, j'aurais pu réagir comme ça ». Et une fois que tu as compris ça, comment tu le vis justement, tes nuits, etc. Tu t'y fais? Moi, je dors toujours les mêmes heures, 4 heures par nuit. 4 heures? Ouais, j'ai du mal à dormir le soir. Mais c'est parce que j'ai tout le temps les stress de fin de service. Et moi, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien la nuit. C'est calme. Ça me fait poser. J'arrive à prendre le temps pour moi un peu. C'est le seul moment où tu es tranquille en fait et tu as un peu de temps pour toi, quoi. Ouais, en fait, depuis 6 heures du matin que je me lève, tu as les notifications des réservations, que les fournisseurs, machin. Et à 23h, minuit. Tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête. J'ai passé mes commandes, j'ai appelé mes parents. Je suis tranquille à la maison. C'est vrai qu'à minuit, il est quoi? Il est 16h, 17h là-bas? Ouais, tu as 7 heures de différence. Et du coup, tu es tranquille et le temps que quand le stress descend, que tu prends un petit truc à grignoter, tu vois une tisane, tu vois un truc sur ton portable, ça te donne 1h30 du matin, tu te couches et rebelote, c'est parti. Et c'est le moment où tu réfléchis aussi au plat et tout ça, ouais. À ce moment-là aussi? C'est vraiment dans les moments où je suis calme, où je pense à rien. En fait, moi je marche beaucoup. Pour moi, pour être créatif, il faut que je m'ennuie. C'est rigolo, mais moi, des fois, je pense aux cartes. Tu me dis, il faut faire une carte pour demain, il faut faire ça. J'arrive pas, forcément. Des fois, ça marche, des fois. Mais il y a des jours où ça marche pas. Et moi, j'ai découvert que quand je suis tranquille, sans rien faire, tu peux fumer une cigarette, boire un verre d'eau. Des fois, ça vient comme ça. Et tu dis, ok, là, on peut gratter. Alors, j'ai eu ça comme idée. Et après, tu fais moi, j'écris ça sur une feuille de papier. C'est du grabouillage. Tu as des traits partout qui vont à droite, à gauche. Et tu dis, bon, ça peut marcher avec ça et ça. Non, mais si je fais ça, du coup, je ne peux pas faire ça. Et ça se crée la carte petit à petit. Et tu as les plats. Et ça commence à dire, bon, ça, j'aime bien. Ça, je mets. Ça, ça peut marcher. Bof. Bon, on va essayer de faire ça et ça. Et si un des deux marche mieux, je mets celui-là. Et du coup, Tu pioches quoi? Tu pioches dans une bibliothèque un peu? Ouais, je pioche bibliothèque, souvenirs, trucs d'enfance. Des fois, ça peut être une odeur. Ou des fois, j'y vais dans un restaurant, je goûte un truc et je dis « Putain, mais ça, c'est énorme. Mais moi, je ne le ferai pas comme ça. Je vais le faire avec une autre chose, dans la même idée. » Et Différemment. En vrai, je pense que... Tu puisses ton inspiration partout, quoi. Partout. Ouais. En fait, on dit ça avec ma compagne, on est des créatifs, on va trouver, même pour un problème, on a une solution créative. Et alors, comment tu définirais ta carte de demain qui est maintenant au resto si vous venez? Qui est maintenant au resto si vous venez, ouais. C'est ça. Comment tu la définis, cette carte-là, cette nouvelle carte? Qui est maintenant, on va dire, 100% toi, quoi. En tout cas, on s'y approche. On n'y est pas encore, mais on s'y approche.
On dirait l'apport de la Colombie. Comment tu l'as fait cet apport de la Colombie alors? Je dirais c'est un peu se montrer vraiment qui je suis, sans peur au jugement. C'est un peu ça en fait. Je commence à avoir... tout le monde dit je m'en fous de ce qui pensent de moi, mais tout le monde pense. Et là c'est la première fois où je dis j'ai envie de faire ce cas. Si ça vous plaît, c'est très bien. Si ça vous plaît pas, je suis désolé, mais Oui, c'est ta carte. ça va pas changer. Et j'ai envie de dire je suis là. C'est par quoi alors? C'est quoi? C'est des ingrédients? C'est quoi? C'est plein de choses, j'imagine. Ouais, mais- c'est plein de choses, mais c'est un peu un truc où c'est ni français ni colombien, tu vois. C'est comme moi. Je suis pas d'ici, mais je suis pas de là-bas non plus. Mais c'est un entre les deux. Ça marche, ça peut marcher. Mais c'est un truc où je dis, c'est une fusion sans être fusion. C'est des touches subtiles que si tu es français, tu vas adorer. Si tu es d'Amérique latine ou d'un autre pays, tu vas trouver ça cool parce que tu découvres d'autres produits. Sans être trop dans l'excès on va chercher les petits légumes au fin fond de l'Amazonie. Parce que, je ne veux pas ramener des légumes en avion au fin fond de l'Amazonie avec tous les problèmes qu'on a. Et de deux, on est en France, on va prendre du produit français et locavore dans l'ordre du possible. Bien sûr. Mais ouais, je dirais que là, c'est un peu commencer à ouvrir, à montrer mon vrai visage comme chef, comme personne. Parce que je trouve que quand tu es cuisinier ou chef, mais plutôt chef, tu pars beaucoup à travers tes assiettes. C'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression. Mon grand-père était peintre, moi je suis, je suis chef de cuisine. Et du coup, c'est un peu une manière de dire, c'est mon art. Peut-être c'est un Picasso, peut-être pas, mais au moins je t'ai... Donc ça veut dire qu'on aura du ceviche et de la terrine à la carte, quoi. Ouais. T'auras le... T'as vraiment la Colombie et la France. Et parfois mélangé dans un même Et plat. pas mélangés dans un même plat. Exemple? Est-ce que tu auras un exemple à nous? Exemple, j'ai un plat, j'ai fait quoi? J'ai fait le poisson. Non, le poisson, ouais, le poisson. J'ai fait un peu, j'ai fait une crème de carottes safranée avec un poisson et j'ai fait ça avec un beurre au vinaigre de calamansi et des petits poireaux crayons. Et les poireaux crayons, ça existe en Colombie. Hein. Il y en a pareil. Et ma grand-mère m'en faisait, on les faisait au barbecue et tout ça. Moi, je le fais au barbecue. Et c'est une manière de dire, ça c'était mon enfance. La crème de carotte safranée, c'est un peu cuisine française. Et le beurre blanc surtout. Beurre blanc au vinaigre de calamansi, ça peut pas être plus français. Ouais. C'est un peu de dire, tiens, c'est comme si ma grand-mère m'aurait fait ce plat en Colombie. Et le poisson, tu le cuis comment du coup? Moi, unilatéral. Ouais. Ouais, j'aime bien. Côté peau du coup? Côté peau, ouais. J'aime bien que la peau soit bien croustillante parce que j'aime bien la peau. Il y a des gens qui la mangent pas, c'est dommage, c'est là où il y a tout l'oméga 3 et tous les bons nutriments du poisson. Moi, quand elle est bien grillée, là, ouais, ça quand elle est bien grillante, que ça croustille, il faut pas bon, beaucoup. Ça. Ah ouais, ouais. C'est ça que j'aime bien moi. Et du coup, ouais, c'est un peu ça. Le beurre blanc, c'est un truc typique français. C'est vraiment ancré dans la gastronomie française. J'en ai fait de tous les sortes, de toutes les couleurs, de tous les mélanges. Mais moi, je trouve que mes petits poireaux, ça me rappelle la maison. Même tout le monde va dire, mais les poireaux crayons, on les fait ici. La salade de poireaux vinaigrette. Oui, mais pour moi, c'est retour en Colombie avec ma grand-mère qui me faisait les petits poireaux au barbecue. Et toi, tu trouves que c'est peut-être bidon, mais pour moi, c'est une partie de ma vie, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien ce plat. En fait. Et en dessert, alors? T'es sur quoi? En dessert, j'ai la chance parce que en dessert, pour être sincère, j'aime pas le sucre. Mais je mange pas sucré. Ouais. Ou très peu. Si je mange, c'est qu'il doit être vraiment très bon. Et du coup, j'ai un petit jeune homme, un petit chef pâtissier, un petit jeune homme chef pâtissier qui ont fait avec la carte ensemble. Et du coup, on a essayé. Lui, il est un peu dans mon même délire de prendre des classiques et les revisiter d'une manière complètement différente. On va faire des choux. On appelait ça le chou Brest. C'est un Paris-Brest en choux et avec du sésame et... Ah ouais, donc c'est fourré. C'est fourré, à l'intérieur du chou. Ouais, c'est fourré à l'intérieur. C'est comme un Paris-Brest, mais c'est fait avec une crème aux noisettes et sésame.
Du coup, c'est complètement twisté. On a fait un truc tout autour du café. Parce que j'adore le café. En Colombie, on boit du très bon café. Du coup, il a fait un dessert où tu tournes autour du café, dans toutes ses manières. Que ce soit en croustillant, en biscuit, en siphon. Même dans les biscuits, tu as un buvet du bon café. Du coup, ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Parce que j'adore le café. Et je dis ça si les gens... Fonce. Ça, si vous m'écoutez, foncez sur le café. Et c'est vrai, hein, le café, ça fait partie. Et je lui dis... Comment tu fais alors vous travaillez à deux? Ils te proposent des choses, vous échangez? On échange beaucoup. Il me propose des trucs. Bon, moi, je ne suis pas pâtissier. Du coup, des fois, je lui dis, est-ce que tu peux faire ça? Il me dit, voilà, non. Tu t'enflammes. Non, là, tu t'enflammes. On ne peut pas ça, par ça et par ça. Du coup, je dis, OK. Bon, c'est quoi tes idées? Moi, j'ai mes idées et on se rejoint. Et du coup, des fois, il me propose des trucs comme ça. Je lui dis, je te propose, par exemple, je ne sais pas, le Paris-Brest, on avait parlé de ça, avec ça et ça. Je lui dis, mais pourquoi tu n'essayes pas un truc un peu twisté, un peu de piment, un peu de peps ici, que tu puisses faire là? Je dis, ah ouais, ok, attends, je vais faire un truc. Du coup, on réfléchit, on fait un peu ping-pong de est-ce que ça t'a plu ça? Et je goûte tout. Et moi, je trouve ça... Donc vous grandissez en équipe, quoi. Ouais, moi je trouve ça plus enrichissant que me dire, bon, tu me fais tes cartes de dessert, je goûte, j'approuve pas et ciao. Et moi, oui, tu veux qu'il s'améliore, tu veux le pousser aussi. Comme tout le monde. Dans ma cuisine, je dis tout le temps, moi, le plat du jour, je dis aux gars, vous voulez faire un plat du jour, allez-y, proposez, moi je vous commande et on y va. Moi j'ai pas d'ego à dire, c'est moi qui fais tout de A à Z. On est une équipe, hein. Tout le monde doit monter, tout le monde a envie de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Tout le monde a envie de donner ses idées. Et au début, t'es un peu, tu sais, au début, ça c'est un truc qui m'a beaucoup changé. Au début, t'es un peu renfermé, t'écoutes personne. Tu dis, moi je dois faire ma première carte parce que c'est ma première carte, c'est moi le chef, je fais à ma manière. Tu vas te prendre un mur direct. Hein. Parce que tes équipes, ils la sentent moins à eux, la carte. C'est drôle parce que tu es en train de me dire que tu trouvais que ta première carte, c'était moins toi, alors que tu l'avais faite tout seul. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu dis, ça, c'est ma carte à moi, mais on l'a fait avec toute l'équipe. Bah, pas toute l'équipe, mais... Tu vois, tu les c'est un peu contradictoire, mais dans le sens, quand je dis t'écoutes beaucoup les commentaires des autres. Là, j'écoutais les idées de tout le monde, mais avant, j'écoutais pas les idées, je mettais que mes idées, mais les critiques qu'on me donnait, ça me changeait la carte. En fait, quoi, tu fais le tempo, là? C'est toi qui fais le tempo, c'est plus t'approprier de... Ça, j'écoute, ça, je prends pas. Et avant, je prenais tout, et c'est comme ça qu'il faut faire, parce que tout le monde me dit que si on veut vendre ça, il faut faire comme ça, ben, on fait comme ça. Et là, j'écoute, je dis, non, ça, j'ai pas envie de faire comme ça. Ça peut marcher ton idée, mais moi j'ai pas envie. Et je pense qu'il y a un moyen où il faut trouver le juste équilibre où tu écoutes les gens, les idées qui sont à te proposer et te dire j'aime bien, mais non. Et c'est horrible à traiter. Et est-ce que des fois tu as des trucs où tu dis bah je sais pas, mais je vais essayer et ça marche? Ouais. Tu peux le faire aussi dans ce sens-là, quoi. Ouais, des fois je suis pas très convaincu, essaye pour voir, mais si c'est la merde, je t'engueule. Et ça marche bien, je dis, bon écoute, c'est bien pour mon ego, tiens, passe-moi la recette, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. D'accord. Mais ouais, je pense que quand t'es chef, il faut écouter un peu tes équipes. Bah écoute, pas non plus qu'ils fassent la carte à ta place, mais de dire, comme ça, ils la sentent un échange. Ouais, c'est un échange et qu'ils la sentent un peu comme la carte à eux. C'est compliqué, hein. Parce que, mais en même temps, c'est aussi quelque part, ils sont là aussi en cuisine. Ils sont là en cuisine. C'est la carte à eux. C'est un peu la carte à eux. Ouais, c'est eux qui font. C'est pas moi qui fais toute la carte. Hein. Ouais. Derrière moi, il y a une équipe, il y a mon second, mes chefs de partie qui se donnent tous les jours, qui sont là à 8h du matin à bosser à mes côtés comme des malades pour qu'on puisse envoyer des trucs jolis et classe et bons. Et du coup, des fois, tu es en mode. Et des fois, c'est horrible parce que moi, je suis trop gentil des fois. Je pense que je suis trop gentil et des fois, j'aime pas vexer les gens. Parce que moi, on m'a beaucoup vexé quand j'étais jeune. Du coup, j'aime pas trop vexer les gens. Quand ils me disent c'est une idée, je dis ouais, mais écoute, pas maintenant, on verra ça après. Mais c'est horrible de dire écoute, ton idée, je veux pas la prendre. Et des fois, c'est dur de dire ça. Mais tu penses qu'il faut le dire quand même? Ouais, il faut le dire. Ouais. Il faut être sincère. Ouais. Des fois, c'est dur. Même quand tu manages les gens, quand ça va pas, ça va pas. Tu peux pas... Ouais, les gars, non, ça va pas, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et
Point. Et voilà, on Et voilà, et on puis change on passe à autre chose, quoi. et j'attaque ton travail et pas la personne. Ouais, je comprends. Je suis désolé, je me dérange. C'est les comment, le direct. Le direct. C'est le direct. Hey. Des glaçons. Et oui, et ouais, d'accord. Donc je comprends. Ouais. Donc c'est vachement important de savoir t'entourer du coup Ouais. d'une bonne équipe, quoi. Ouais, et des gens comme la personne qui me fait les glaçons qui dans les moments obscurs te dit lâche pas, vas-y. Tu vas te tromper, mais vas-y. Hein. Là, tu peux pas lâcher. Hein. Là, tu fais une connerie, vas-y. Hein. Fonce. Fonce. Des fois, c'est grâce à elle, des fois que j'ai pas lâché l'affaire. La dame là. Ciao Bella. Et Tania, ouais. donc. Ouais. Et du coup, il faut s'entourer des gens qui te disent Bien lâche sûr, pas. bien sûr, bien sûr. Que ce soit ton équipe, ton bras droit, tout le monde. Ouais. Parce qu'on est une équipe, quoi. On est une équipe, on est humain aussi. Hein. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. On en revient à l'expérience où c'était trop lisse, trop truc. T'as besoin qui est voilà. C'est une famille. Ouais, c'est une famille. Il y a des bagarres comme dans tous les machins. On s'engueule, on se fait la bise et on va boire une bière et c'est fini. L'histoire c'est fini, on passe à autre chose. Ouais, bien sûr. Mais des fois, quand tu es comme ça, tu dis si je les engueule. Il faut dire les choses. Ouais. Sinon, tu peux pas. Ouais. Même après, tu as besoin de connaître aussi ce que tu fais mal pour pouvoir progresser. Ouais. Si tu sais pas, tu peux pas progresser. Ouais, voilà. Et des fois, je sens que des fois, tu te bloques un peu en me disant est-ce que je le dis, je le dis pas. Et quand tu es jeune, tu te dis bon, écoute, des fois, tu es trop dur d'un coup, des fois, tu es trop laxiste. Ouais, Il ça, faut c'est trouver le métier. juste métier. Le juste équilibre. Ouais, c'est horrible. Des fois, tu te trompes, tu fais des boulettes partout. Et tu te dis putain. Des fois, tu es trop dur pour des conneries et tu es trop laxiste pour d'autres. Du coup, tu te dis putain. Mais bon, tu apprends avec le temps, comme on oui, dit. bien sûr. Et alors, tiens, pour arriver à la conclusion, si tu devais cuisiner un plat pour une personne, vivante ou morte, hein, ce serait qui? Tu lui ferais quoi comme plat? Mon grand-père. Parce qu'il m'a jamais vu cuisiner. Il est mort avant que avant que tu sois. avant que je finisse même mon lycée français. Hein. Ouais. Tu lui ferais quoi comme plat? Je pense que je ferais la canette que j'ai actuellement à la carte. Je fais une canette à la Bresse et je fais une déclinaison de crème de panais vanille avec des petits panais passés au barbecue, une endive pressée et un jus de viande au whisky avec des petits raisins. Oh, ça doit être joli ça. Ça doit être joli. Oh là 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 là. Ah ouais. Et Beau ça plat. rentre pile poil dans le truc qu'il aurait aimé. Ouais. Ouais. Ah, J'aurais bien voulu qu'il le goûte. Si un jour tu lui feras. je lui ferais, quand je serai chef là-haut ou en bas, on sait jamais, ou dans le monde, j'aurais bien aimé qu'il le goûte. Qui le goûte ça. Ouais. Je pense que c'est l'unique personne qui me manque que j'aurais bien aimé au moins le faire manger ici. Ouais. Au moins qu'il me voit en tant que cuisinier. Oui. Parce que je pense que lui aussi, il a compris que je voulais faire la cuisine. Et avant qu'il meure, il m'avait dit toi, vis ta vie. Fais ce que tu as envie de faire. Tu te prends pas la tête. Fais ce que tu as envie de faire. Il a eu 3 AVC. C'est la dernière fois que je l'ai écouté parler lucidement. Et par téléphone, machin, il m'a dit vis ta vie. Moi, c'est fini, je suis mort. Il m'a dit ça, cash. Et après, bon, pouvait plus parler, machin, les AVC, quoi. Ouais. Et du coup, ouais. T'as retenu ça. Ouais. Et t'essayes toujours de te dire, voilà. Ouais. Il garde tout le temps un espace dans mon cœur, mon grand-père. Parce que, ouais. C'est avec lui que je parlais le plus de cuisine. C'est lui qui m'a poussé vraiment à faire la cuisine. Et du coup, j'étais un peu son chouchou aussi. Oui. Et du coup, ouais, même, des fois, il y a des moments où j'aurais dit, putain, j'aurais été fier que mon grand-père me voie là. Qu'il fasse qu'il voit l'accueil. Ouais, mais bon. Et ouais. Alors, on ne peut pas retenir les gens, c'est la vie. Hein. Ouais, c'est la vie. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Et alors, on enchaîne. Oh, simple, hein, tu vas voir. Tu nous en as déjà donné, mais une petite recette là que tu pourrais nous donner en 1 minute chrono là. Un truc rapide à faire. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme recette? Recette sympa. Ouais. Salé, sucré. Comme tu veux. Ce qui te fait plaisir. Moi, j'aime bien faire, et j'en ai fait beaucoup, et je pense que je me remettrai, le tartare de bœuf avec une mayo
Je mets un maillot fumé à style, comment s'appelle ça, le veau, comment s'appelle le vitello tonato. Vas-y, raconte. Du Comment coup, tu fais tu fais un tartare classique, échalote, oignon. Et la petite différence, c'est que tu fais un maillot comme avec les anchois, les capres, un maillot non classique, mais au lieu de mettre de l'huile normale, tu mets de l'huile fumée. Et tu montes ta maillot avec l'huile fumée et ça va te donner une rondeur. Et comment tu fais ton huile fumée? Ah, t'as deux méthodes, c'est dangereux, hein. Faites pas ça à la maison ou faites ça dehors parce que ça peut prendre feu. Moi, quand je fume ici, tu as deux options. Soit tu prends un gros charbon bien rouge et tu l'imbibes dans l'huile et tu mets un couvercle direct. Sinon, ça prend feu direct. Niveau santé, Sécurité, sécurité c'est nul. Et santé, c'est pas mieux. Santé, c'est pas mieux. Tu as quelques traces de petits cancers. Mais bon, qu'est-ce qu'il n'y a pas de cancer maintenant avec tous les produits chimiques qu'ils nous mettent dans la bouffe. Mais soit tu fais fumer avec du foin, ton huile à côté, c'est plus long. Mais le charbon, ça va vite. Et ça fume vraiment vénère. T'as pas besoin de beaucoup de quantité d'huile pour que ça prenne le dessus. D'accord. L'huile fumée. Et franchement, le tartare, vous faites une petite maillot tonato comme ça avec de l'huile fumée, c'est un banger. Tout simple. Tout simple. Bah, Donc ça va, c'est juste ta maillot qui va être pimpé ouais, pour pimper un tartare. Pour ton tartare. Ouais, j'adore les tartares. En vrai, en Colombie, tu manges pas de la viande crue. Et ici, j'ai goûté la première fois le tartare. J'ai dit, c'est pas bon ça. Viande crue, et maintenant je kiffe. Hein. Ah ouais. J'adore. T'y es fait. Ah, je l'ai goûté la première fois, j'ai dit, je reste avec ça. Qu'aimerais-tu que les clients du coup retiennent ici avec ta nouvelle carte? Alors qu'est-ce que tu veux leur laisser comme tu vois, pas comme message, mais qu'est-ce que tu as envie qu'ils te disent quand ils sortent après avoir goûté ta cuisine? Merci. Non, en vrai, j'aimerais bien qu'ils partent contents, vraiment, qu'ils prennent du plaisir à venir manger, genre, qu'ils partagent un excellent moment, qu'ils profitent vraiment. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'on se prend trop la tête. On a oublié les trucs simples, c'est les meilleurs. Et j'ai envie que pendant le temps d'un dîner, un repas, ils pensent qu'au moment instant, je mange un plat, je suis tranquille, je mange un truc cool. Et c'est bon, le monde peut s'arrêter 30 secondes, tes problèmes, tout. Et je peux partir tranquille pour encore mon re-stress de vie, mais au moins pendant 30 secondes, t'as oublié tout un peu en paix. Tu seras jamais en paix, mais... Une parenthèse, une petite parenthèse. Ça fait pas mal à personne et je pense qu'à Paris, on est tous entre métro, boulot, dodo. Tout le monde est stressé et je trouve que des fois, on se stresse pour des conneries qui n'ont pas de valeur. Je suis en retard au boulot. Ouais, alors donc prendre le temps ici, prendre le temps bien manger. Ouais. Et franchement, moi, ma cuisine, c'est ce que je dis. Moi, je suis quelqu'un de transparent. Moi, je fais pas de la cuisine étoilée. Je fais pas non plus. Je fais une cuisine qui est gourmande, qui se base sur le partage, sur l'amour, comme si vous mangez chez moi en Colombie comme un repas à table. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Pas de chichi. La cuisine, c'est simple. La cuisine, c'est partager. Pas de chalala, du vrai et du partage. Et du vrai produit. Et je vais pas te mentir, je vais pas te vendre du cru. Des fois, les plaisirs, c'est les plus simples. Hein. T'as pas besoin de truffes, de caviar pour faire un plat savoureux et bon. Ouais. Si tu devais ouvrir un pays, j'allais dire, un restaurant dans un autre pays, t'ouvrirais où et tu ferais quoi comme cuisine? Ça c'est la question. Je sais c'est qui cette question. Alors Ah, punaise. Pas simple, hein? Pas simple. Mais avec ma compagne, qui est aussi chef de cuisine, elle pense, moi je suis un peu... Mais je pense que c'est pourrait être une belle aventure en Sardaigne. Ouvrir un restaurant. Un truc plus... il s'appelle ça la gastronomie. Elle m'a monté le projet, je réfléchis encore. Mais un restaurant où ils font un peu restaurant traiteur, où franchement les gens ils vont et tu sers des vrais produits sans tellement de déco, de chichi, un truc qui est pas comme un traiteur basique.
mais un truc où tu peux aller boire un café, manger un plat, ou si tu veux prendre à emporter, tu peux le prendre à Donc, emporter. une espèce de trattoria, un truc Ouais, un un peu comme ça, où c'est pas prise de tête, c'est du produit frais, des produits sourcés. Un truc où tu as fait le tour de l'île, tu vas chercher vraiment les producteurs et tu fais des trucs simples, mais tu vois, qui tournent autour du produit et de la bienveillance. On te prépare un produit qu'on est allé chercher, qu'on s'est fait chier. Parce qu'il faut dire ça, on se fait chier pour chercher des produits et que des fois on ne trouve pas et qu'on fait l'histoire et tout ça, qu'on se fait chier à te trouver pour que tu trouves la meilleure, je sais pas, artichaut, poivron. Et qu'on te dise, regarde là, ce poivron, je te l'ai préparé comme ça, on a mis notre temps, notre amour, tiens, sans prise de tête. Ça sera un truc où vraiment il y a tiens. produit presque brut. Ouais, produit presque brut. Et moi j'adore ça, les produits bruts. Il faut pas beaucoup de... Si tu as une bonne viande, du sel. Ça sert à rien de la... Ça sert de rien de la mettre masquer, des de mettre des sauces, des trucs, machins. Une belle viande sel à la poêle, bien cuit. Bien cuit, je ne vais pas dire bien cuit, mais saignant, bleu. Non, mais bien cuit dans le sens... Ouais, bien arrosé. T'as pas besoin de plus. Un peu de pain, une salade, c'est bon. T'es ravi. T'as un plaisir coupable, toi, en matière de nourriture? Beaucoup. Je pensais que t'allais dire non, en fait, oui, trop. Ouais, non. Il y a un truc coupable. qui te... Je suis fan des burgers. Ah ouais, mais je suis gros fan de burgers. Alors là, c'est un plaisir vraiment coupable. J'essaye de manger le moins possible. Parce qu'en cuisine... Mais t'adores ça? Ouais, j'adore ça. Ah, tu peux me faire un burger que ce soit du Smash. Pas Burger King, McDo et tout ça, non. J'en ai beaucoup mangé. J'en ai un vrai burger de spécialiste, quoi. Ouais, un vrai burger de spécialiste, je prends un plaisir. Mais je te jure, je préfère ça plus qu'un homard, je te jure. Un bon burger avec du bon steak, du bon fromage. Oh là là, moi je lâche chaud. Et une coca froide. Ça c'est mes deux péchés que je peux... Et la dernière question, est-ce que tu as une Madeleine de Proust, un plat qui te ramène à ton enfance? Ça va être tout con, mais vraiment tout con, une arepa. C'est quoi? L'arepa, c'est les galettes de maïs qu'on fait en Colombie. Et ils font ça au feu de bois. Et ils te le font ça aller-retour. Et ça fait une sorte de tortilla, comme les tortillas mexicaines, mais en plus gros. Ouais. Avec un peu de beurre et du fromage. Ah, beurre et fromage, c'est tout? Ouais. Chaude, le fromage et le beurre fondent? Ouais, tout fond et ça commence à fondre et tu manges comme ça et tu tires comme ça. Ça, vraiment... Ça te ramène à ton enfance? Ça me ramène en Colombie direct. Ça, te jure, de tous les produits que j'ai goûtés, l'arepa. Mais des fois, tu sais, tu as des boutiques latinas, des fois. J'en achète et franchement, je finis le paquet parce que ça me fait... C'est l'odeur du maïs. Ça me fait retourner en Colombie quand ma mère nous faisait des arepas avec le chocolat l'après-midi. Ça me rappelle la Colombie. Tout le temps, l'arepa, le maïs, je me sens chez mes grands-parents. Je te jure, c'est ma Madeleine, les arepas. Simple. Faut que je goûte simple, efficace. Simple et efficace. Mathéo, mille merci. Oh, j'ai oublié un truc, j'ai oublié de faire la... Non, j'ai pas oublié d'ailleurs, c'est pas du tout un oubli, c'est le moment. On arrive à la fin. Nickel. On va faire une belle photo. Je vais régler l'appareil. Ok, voyons, on va faire un essai. Attends. De toute manière, je suis pas photogénique. De toute manière, je suis pas... On va voir ça tout de suite. Tu es prêt? Ouais. Ah ouais, ça on voit. Bah, excuse-moi, mais pour un chef pas photogénique, regarde comme elle est bien. Ah, c'est pas mal. Ah, ouais. tu vois? Ouais, Je vais te l'envoyer. Ah merci, c'est gentil. C'est la caméra. C'est l'appareil qui fait tout. C'est l'appareil ouais, mais qui il faut fait un tout. beau sujet quand même. Et là, pour quelqu'un de pas photogénique, bah, t'es parfait. Mille merci pour le temps que tu nous as accordé. Mais mille merci à vous, hein. J'ai kiffé trop. Et bah, j'ai hâte de venir découvrir mais avec grand plaisir. ton nouveau menu. Ouais, là ça va être bon là. Génial. Mille merci Mathéo. Mais avec grand plaisir. Et voilà, j'espère que cette émission vous a autant plu à vous qu'à moi parce que je me suis régalé à écouter Mathéo. Je trouve que ça, il a vraiment une joie communicative, une passion communicative. Hein, voilà, il a un sourire, il irradie. Voilà, je me suis régalé à découvrir Bogota, la Colombie, sa famille, ses grands-parents, les produits.
là, maintenant, ses doutes et puis ses succès. Voilà, c'était hyper captivant, hyper intéressant. Donc j'espère que vous aussi, ça vous a plu. Et quand on plaît, qu'est-ce qu'on fait? Les pouces, on partage, on commente. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je pose des questions, si vous voulez que je rencontre d'autres chefs, à me dire quel chef et chefs vous voudriez que je rencontre dans l'émission. N'hésitez pas à commenter, à me mettre aussi 5 étoiles là, sur les podcasts. C'est important d'avoir les étoiles. Et voilà, parce que plus vous me suivez, plus aussi les attachés de presse et les chefs acceptent de venir ici dans l'émission. Ça rame, hein, il faut y aller, Alors voilà, donc 1000 merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi, 18h, pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez, allez au restaurant, cuisinez, rencontrez des producteurs, voilà. Vivez, quoi, j'ai envie de vous dire. Salut, je vous laisse. C'était Toto pour les chefs se mettent à table. Allez, je me barre. Ciao!